Bonjour à vous, merci à vous d'être venus à ma conférence sur le cold reading. Ça me fait, et bonjour à vous qui l'ont regardé, ça me fait extrêmement plaisir de voir tout cela. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être une conférence du coup sur le cold reading. On va commencer d'abord par définir un peu ce que c'est le cold reading, mais je vais créer un cadre d'abord pour expliquer ce que vous allez attendre. Parce qu'à la base, dans les conférences, on a l'habitude d'avoir un tour, puis une explication, applaudissements, on passe à un autre tour, avec des explications, applaudissements, etc. On est d'accord là-dessus. C'est globalement à peu près comme ça que ça se passe. Là, ça va être un peu différent. La particularité du cold reading, c'est que c'est pas un tour en soi. Ça va être un système. Donc, ce que vous allez avoir dans la conf, on va parler d'abord de la théorie du cold reading, voir exactement ce que c'est, comment on se place par rapport à ça. Je vais vous expliquer le système que moi j'utilise et on va le disséquer en plusieurs parties. La particularité du cold reading, c'est que c'est le système qui compte. C'est un système que vous pouvez utiliser vous à n'importe quel moment pour déterminer des choses sur une personne que vous ne connaissez pas. C'est ça le principe du cold reading. Donc pour clarifier les choses, il ne va pas y avoir de hot reading, c'est-à-dire de recherche préalable. Il ne va pas y avoir de pre-show, donc de travail en amont avec les personnes. Il ne va pas y avoir de pic ou d'écriture ou quoi que ce soit. Uniquement un travail verbal de connexion à la personne. Une fois qu'on a fait ça, donc il va y avoir la grosse majorité de la partie de la conférence, ça va être la théorie de comment on utilise le système. Comment vous abordez quelqu'un, vous lui demandez de penser à un problème, une question, etc. Et vous lui révélez ce truc-là. En plus de ça, vous lui révélez des choses sur sa vie. C'est ça la promesse, en gros. C'est ça l'idée que vous devriez savoir faire à la fin de cette conférence. Tout ceci, bien sûr, sera illustré avec des exemples directs. C'est-à-dire que je vous ferai parfois des readings pour vous illustrer les différents mécanismes. Et enfin, en dernière partie de conférence, il va y avoir 4 routines. Donc des routines entières avec un trucage. J'ai contacté toutes les personnes qui ont créé d'autres techniques que moi j'utilise dans mes routines. Tous sont OK pour expliquer, donc je vous rassure, tout sera expliqué à la fin. Notamment l'Acidus Novus chez Miller Dogman m'a donné l'autorisation d'expliquer ça, donc on rentrera en détail là-dessus. Ces routines-là, leur objectif est double. Le premier, c'est que ça sera des routines qui incorporent le cold reading. Donc vous voyez concrètement comment moi souvent je vais utiliser le cold reading en spectacle ou en close-up. Et en plus de ça, ça va être une structure rassurante pour vous aider à vous entraîner sur le cold reading. Parce que le plus compliqué, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire des spectacles, c'est que plus je commençais à avoir un spectacle qui marche, qui cartonne, etc., il y avait de plus en plus une peur de faire des choses qui ratent. Parce qu'on se dit, oui, mais machin, mais comment ça se fait que toi, avec autant de développement et tout, bah, tu peux faire des choses qui ratent. Donc, on a cette peur de plus en plus. Et moi, je la remarque souvent. C'est que plus on avance, plus on fait ce métier-là, moins on prend des risques. L'idée de ces routines, c'est que à la fin de la routine, vous savez qu'il y aura un truc qui marche. À 100%. Donc, amusez-vous pendant le cold reading. Et c'est comme ça que moi, je me suis entraîné. Une de mes phrases préférées dans les formations, c'est « fake it till you make it ». Faites semblant, entraînez-vous sur les techniques derrière et ensuite utilisez-les réellement quand vous pourrez. Le cold reading, ça sert à quoi? Le cold reading, c'est un outil et une verbalisation par les magiciens, des techniques qui sont utilisées par les voyants pour déterminer des choses sur leurs patients, participants, etc. C'est la définition du cold reading. Reading à froid. Maintenant, en France, il y a eu une mauvaise traduction qui s'est un peu répandue. C'est-à-dire que parfois on dit, oui, le cold reading, c'est ce que Sherlock Holmes y fait. C'est-à-dire, il observe une personne en détail et juste à partir de la montre, des rayures sur les lunettes, etc., il peut deviner des choses sur cette personne. L'observation et la déduction fait partie du cold reading, mais c'est un système beaucoup plus vaste. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que les observations sont, en tout cas dans le système que je vais vous expliquer, très très faibles en pourcentage par rapport à tout le système, qui lui va être plutôt des stratégies et de la linguistique, qui va vous permettre d'obtenir des informations de manière précise. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a compris ce concept-là, la deuxième chose à garder en tête, et ça c'est le truc le plus fascinant avec le cold reading, ce que vous êtes sûr, c'est que vous allez deviner des choses précises sur la personne que vous n'auriez jamais pu deviner. Par contre, contrairement aux techniques classiques de mentalisme, vous ne pouvez pas prédire à l'avance ce que vous allez deviner. Et ça paraît très contre-intuitif. On se dit, mais comment est-ce que je peux prédire des choses, deviner des choses que je ne sais même pas comment deviner? Et ben, c'est ça la particularité du cold reading. Cold reading, je répète, technique linguistique d'observation, de déduction, qui vont vous permettre de prendre une personne, de lui deviner des choses sur elle, et ensuite de la libérer.
Comme vous êtes un peu présent un peu partout ici, c'est très difficile de faire du cold reading pour vous. Donc, gardez ça en tête quand on va passer dans les phases entraînement et les moments où je vais vraiment vous faire du cold reading. Il y a deux grosses difficultés. Je suis en train de vous expliquer une technique pendant que je suis en train de vous la faire. C'est vraiment complexe. C'est je pense qu'une des raisons pour laquelle conférence sur le cold reading vraiment n'a jamais vraiment existé. Il y a eu des livres ou des vidéos, mais vraiment jamais une conférence directe. Parce que je peux pas vous expliquer un truc et vous dire tiens regarde ce que je suis en train de faire. Bon, on va le faire ensemble. Donc gardez ça en tête. Et la deuxième chose, quand même, en termes de catégorie sociale, vous êtes plutôt équivalent, quoi. Déjà, à part Ingrid derrière, on n'a que des hommes. Vous avez à peu près le même âge, à peu près les mêmes passions. Bon, voilà, hein, ça réduit déjà le champ du possible de ce qu'on peut raconter en cold reading. Donc, n'oubliez pas aussi que là, les exemples que vous allez voir vont être réduits par rapport à ce que vous pourrez réellement déterminer sur les gens dans votre entourage, parce qu'il n'y a pas que des hommes fascinés de manipulation de cartes qui existent dans le monde. On est d'accord là-dessus? C'est très important de savoir ça. On va passer du coup sur la technique du cold reading. Il y a 4 phases à garder en tête. Première phase, c'est quel est le cadre qu'on va donner à la séance. Très important. Deuxième phase, comment on commence un reading? Qu'est-ce que je dis? Quand je prends une personne que je connais pas, par quoi je commence? C'est vraiment une peur. C'est très compliqué de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je commence, etc. Une fois que j'ai commencé, comment j'avance avec la personne, comment je détermine le plus de choses sur elle, comment je devine des choses, etc., etc. Ça va être la troisième phase. Et dernière phase, comment je termine un reading. Une fois que je me suis lancé avec cette personne-là, qu'est-ce qui définit la fin? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une libération de la personne? Petite question pour ceux qui sont présents, est-ce que certains d'entre vous dansent ou ont déjà fait de la danse? Un peu? Ok. Rock, salsa, similaire? Ouais. Rock et salsa? Jazz, ok, très bien. Vous voyez le moment où vous êtes avec une cavalière, vous êtes en train de danser, vous savez pas exactement la manière dont la danse va se passer. Il y a d'abord une approche, et donc on va commencer à danser avec cette personne-là. Il y a un avancement entre vous deux, tout paraît complètement chorégraphié, mais vous saviez pas où ça va aller. Et à la fin, il y a une libération. C'est une métaphore que Brad Anderson a utilisée dans The Dance, qui est un excellent livre sur le cold reading. Je vous en citerai aussi plein, hein, toutes mes ressources sur le cold reading. Et c'est ça l'état d'esprit à garder en tête. Première partie de la conférence, quel est le cadre? Qu'est-ce qu'un cadre? Quand vous prenez quelqu'un sur scène, quand vous êtes en spectacle, quand vous demandez à quelqu'un d'écrire un mot, vous n'avez pas besoin vraiment de créer un cadre d'une manière artificielle, puisque le cadre, il existe déjà. Vous avez déjà, en fait, le mot auquel il pense, on va dire, à la fin. Donc, la personne, elle pense déjà à une idée précise. Vous avez déjà cette idée. Tout le reste, je caricature, hein, bien sûr, mais tout le reste, c'est du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ce moment-là, il n'existe pas en cold reading. Donc, je dois créer ma légitimité. Ce qui se passe très souvent quand je vois, moi, les gens faire du cold reading, c'est qu'ils vont commencer à raconter des choses à une personne sans lui donner une intention. Et là, on va prendre un exemple. Supposons que je prends ici, par exemple, Alexis, et je commence à lui faire « Ok, Alexis, je vais commencer à faire du reading, j'utilise un tarot ou quoi que ce soit ou machin. » Et je fais « Ok, Alexis, moi je sens que tu es le genre de personne qui est assez sympathique, qui aime bien être ouvert aux gens, qui aime bien découvrir les personnes aussi. Je sens aussi que tu es le genre de personne qui aime bien interagir avec d'autres, qui aime bien apprendre aussi. Tu es assez passif dans ta vie. Je sens que tu es plutôt le côté observateur. » Bah là, vous voyez qu'il est en mode « Oui, c'est vrai, non, pas trop. Oui, un peu quand même. » Mais il y a une passivité qui existe. Vous voyez que la réaction n'est pas forte. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de lui parler, lui, il pense à rien. Il n'y a rien qui se passe dans ton esprit. Donc, il a toute sa conscience et toute son énergie qu'il peut mettre à chercher où est la faille et quel est le taux de réussite de ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est très important à garder en tête. Si je vais dire à une personne, tu adores voyager, même s'il a une réaction forte au début, si elle n'est pas focalisée sur quelque chose, très rapidement, elle peut me faire « Oui, mais après, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager. » Et ça, je ne veux absolument pas que la personne commence à faire ça. Si je commence à rentrer dans l'explication des statistiques ou la détermination de ce qui se passe, c'est mort. Vous perdez votre crédibilité. Vous allez rentrer dans un débat, en fait, qui est infini. La personne vous dit « Oui, mais statistiquement, bon, ça y est, c'est mort, terminé. Vous pouvez dire « Bon, bah désolé, au revoir, barrez-vous. » On termine le reading là maintenant.
là où ce truc-là est très rarement expliqué dans les livres, et je vais vous expliquer un peu ma manière d'arriver à ce système-là. Dans la majorité des livres que j'ai lus sur le cold reading, qui existe beaucoup en anglais, très peu en France, et dans les conférences que j'ai pu voir, beaucoup sont des conseils axés à des séances de cabinet de voyance. Donc c'est des choses qui marchent en cabinet. Une personne vient vous consulter avec un problème en tête. Donc beaucoup de choses qui existent dans les conseils marchent parce que la personne a déjà une intention. Mais si moi je suis en close-up, une personne me dit tiens, devine à quel objet je pense. Le cold reading peut aussi être utilisé pour ça. Ou alors raconte-moi quelque chose que tu n'aurais jamais pu connaître sur ma life. Le cold reading peut aussi être utilisé pour ça. Ou alors devine un souvenir qui est important pour moi. Pareil, le cold reading peut aussi être utilisé pour ça. Et on va rentrer dans ces 3-4 caractéristiques-là en détail après. Si la personne est comme ça, elle est dans un mode challenge. Elle est passive en train de vous observer. Elle n'est pas venue avec une dynamique positive vers votre objectif. Vous voyez cette idée-là? Donc, il y a une opposition de tâches. Cette opposition ne gêne absolument pas normalement dans le mentalisme, puisque vous avez déjà votre information finale. En fait, vous avez déjà atteint votre fin avant que les autres ne le savent, quoi. Donc, comment je vais transformer ça? La première chose à faire, c'est que je vais donner un objectif à la personne. Comme ça, elle va se focaliser sur quelque chose. Comme elle est focalisée sur quelque chose, elle a moins d'énergie mentale pour rationaliser et conscientiser tout ce que je vais lui dire. Et si je lui dis quelque chose qui est vrai, elle va réagir et je vais pouvoir enchaîner. Et je vais reprendre un exemple. Alexis, j'aimerais te demander de penser à un souvenir. Souvenir qui est important pour toi. T'en as un en tête? Ne me le dis pas. Ouais, très bien. C'est un souvenir assez récent, n'est-ce pas? Qui date, je veux dire, pas de ton enfance, mais il y a quelques années. Ouais. Ce qui est important, la manière dont je le vois, la raison pour laquelle je vois ça, c'est que je vois des couleurs assez fortes dans ton souvenir. Et je pense que tu es entouré de gens, n'est-ce pas? Une ou deux personnes, pas plus. Hein. Ouais, il y a juste une ou deux personnes, c'est très intime. Pourquoi je te dis ça? C'est que je sens, Alexis, que tu es le genre de personne qui aime bien t'ouvrir aux gens, mais t'aimes bien observer avant d'aller en interaction avec eux, n'est-ce pas? En plus, tu es le genre de personne qui, je pense, te connecte fort à ton entourage. Tu as très peu d'amis, mais ces amis-là sont des connexions hyper fortes, parce que tu te protèges des choses de ton entourage, etc., etc., etc. Si je fais une pause là, vous avez remarqué que je lui ai dit les mêmes phrases que je lui ai dit tout à l'heure, il a réagi 2 fois plus fortement. Vous avez remarqué ce truc? Au début où il était avec les bras croisés en mode machin, pas sûr, et là c'est vraiment poker face, comme il est focalisé sur un souvenir, il n'a pas la concentration de se focaliser sur tout le reste. Donc quand je lui fais, t'es le genre de personne qui a très peu d'amis, machin, ouais, grave, c'est ouf, comment est-ce qu'il arrive à deviner tout ça? Parce qu'il est focalisé. Et donc ça, c'est la première étape. Je vais créer un cadre. Donc la manière dont je l'utilise, un souvenir, ça marche très bien. Un objet, une pensée. Certains sont venus me voir à mon spectacle Thomas Polgarast ou pas? Thomas, je sais que oui. Oui, t'étais venu aussi. J'ai une partie dans ce spectacle-là, qui est un des spectacles que je tourne à Paris, où c'est 30 minutes de Q&A, donc questions-réponses avec le public, mais où c'est fait en full cold reading. Donc il n'y a pas d'écriture, pas de pre-show, pas de recherche ou quoi que ce soit, c'est du full cold reading pendant 30 minutes au théâtre. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je leur dis, vous allez prendre votre main droite, vous allez regarder votre main, et vous allez imaginer un livre dessus. Allez-y, je vous en prie, faites-le. Prenez votre main, ouvrez-le et regardez. Imaginez dans votre paume de votre main maintenant qu'il y a un livre ouvert, comme un carnet de notes personnel. Vous allez prendre un crayon et dans votre tête, vous allez venir écrire sur ce livre une question qui vous tient à cœur. Une question à laquelle vous voudriez avoir une réponse. Et une fois que vous avez fait ça, trouvez-en une autre et écrivez-la juste en dessous. Encore une autre. Et laissez-vous stimuler par cette sensation-là que vient dans votre esprit ces questions-là. Et c'est à partir de ce moment-là où moi je fais lever des personnes et je devine des choses sur eux. À quoi ça sert cette procédure? Première chose, ça les met en focus. Quand une personne, je la lève, elle attend une réponse à la question. Donc son énergie n'est pas dans un antagonisme de est-ce que ce qu'il va me dire est vrai ou faux. Elle va laisser passer les choses qui sont un peu fausses, parce qu'il va y avoir des choses fausses que vous allez dire. Elle va se focaliser sur les choses vraies et elle est en attente d'une promesse. Alors que si vous prenez quelqu'un de « moi j'ai l'impression que tu es le genre de personne qui », ce qui est, on est d'accord, la majorité des gens font du cold reading comme ça, hein, et bien la personne a toute son énergie pour vous dire « ouais, laisse-moi réfléchir, c'est vrai, mais après je suis pas le seul.
Tu sais, j'ai un pote Olivier aussi qui est un peu comme... Et vous voulez pas la faire rationaliser ça. La technique de la main me permet, de les mettre en focus. Et deuxième chose, en fonction de comment vous regardez votre main, ça me donne des informations déjà. Et là, je vous fais l'exemple. Et aussi, n'hésitez pas à regarder. Si j'ouvre mon livre comme ça, et je suis en mode... À votre avis, avec ça, là, quel type de questions je pourrais me poser? Je pense pas à la question exacte. Hein. Vous ne pourrez pas avoir ça, mais à voix, quel type de questions vous pensez que je pourrais avoir avec cette réaction-là? Relations humaines, très bien. Quoi? Santé. Peut-être santé? Heureux. Heureux, ouais. Donc un truc très personnel, en fait, très, très intime, très bien. Peut-être projeté sur le futur aussi. Parce que comme c'est souriant, il y a une espèce de truc de volonté d'atteindre... Quoi? De l'espoir. Il y a une volonté d'atteindre quelque chose. Si je prends un autre maintenant, et il y a... Là, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a un problème. Colère, souffrance. Colère, souffrance. Il y a un côté d'atteindre un truc précis. C'est ma vie tient en fait à ce truc-là. Vous voyez que déjà, juste à partir de comment la personne regarde sa main, je peux déterminer énormément de choses qui vont me donner une première impulsion. Et c'est ça l'idée. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous allez donner à la personne. Et pareil, sinon la personne peut aussi être... Ouais. Pourquoi on est stressé en général? Démission, argent. Boulot, argent, peut-être. Attente professionnelle. En tout cas, le mot attente, ça c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai mis en place une procédure, j'ai mis en place quelque chose, et je suis pas sûr si ça va marcher. Donc pour quelqu'un qui regarde sa main un peu comme ça, je le lève et je lui fais, en ce moment je ressens quelque chose. Je sens que vous avez mis énormément d'efforts dans quelque chose, mais qu'il y a un élément qui vous échappe. Il y a un élément, je le vois à l'extérieur de vous là. Vous essayez de le prendre, mais vous n'y arrivez pas. C'est d'une puissance. Parce que je peux en plus enchaîner avec la première technique que je vais vous donner, la négation de l'extrême. La négation de l'extrême, qu'est-ce que c'est? C'est que si je continue à dévoiler plein de choses vraies sur vous, la personne à la fin peut repartir en disant « Ouais, c'est fort ». Mais elle peut se dire « Ça peut être vrai pour beaucoup de gens ». Si en revanche, donc prenez la première phrase, celle-là, quelqu'un qui est un peu focalisé comme ça, là, je vais lui faire « Ok, je ressens que… je vais te le faire à toi, imagine que tu étais un peu focalisé comme ça. Je te fais, je ressens qu'en ce moment, tu as mis énormément d'efforts sur quelque chose qui te tient énormément à cœur, mais il y a un élément qui t'échappe, comme une personne ou un objet qui est juste un peu loin. Ça, c'est intéressant comme révélation. Maintenant, prenez ceci. Première chose que je ressens, c'est que je te vois en train de mettre énormément d'efforts dans une tâche que tu veux atteindre. Vraiment, il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur, tu as passé énormément de temps à travailler là-dessus, mais il y a quelque chose qui t'échappe. C'est pas un truc monétaire ou familial. Parce qu'en général, les gens pensent à des problèmes familiaux, mais toi, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Et cet effectivement-là est hyper fort. C'est la première fois que la personne vous révèle qu'elle est en train de penser à quelque chose qui est très précis. C'est ce que j'appelle la négation de l'extrême. Notez bien aussi un petit jeu de mots, que peu importe ce que c'est son problème, je vais toujours faire une négation en disant que l'opposé, c'est la généralité. J'ai pas les statistiques, on s'en fout. Mais en fait, c'est beaucoup plus fort de dire, en général, les gens pensent à des problèmes familiaux. Si la personne, elle est hyper triste, machin, je vais lui dire problème familial. Je vais dire, ok, je sens qu'en ce moment, t'as un problème familial. C'est pas un problème monétaire ou au boulot, parce que la majorité des gens pensent à des problèmes à leur boulot. Mais toi, c'est pas le cas, n'est-ce pas? J'inverse juste le truc et je prends l'opposé, je lui donne une généralité. Et là, quand il me fait effectivement, et ça, c'est un truc à garder en tête, je veux une réponse forte de la personne. Parce que dans un reading, dans un cabinet, ça c'est la chose que beaucoup de livres oublient, il y a juste la personne à impressionner en fait. Enfin, je peux travailler avec la personne. Là, si je suis en train de travailler juste avec lui, je suis juste en train de lui parler, vous vous ennuyez. Il n'y a rien qui se passe. Or, moi je veux quand même faire un spectacle. Je veux divertir tout en avançant avec le cold reading. Donc quand il me fait effectivement, là il y a une réaction de type « Mais what ?» Mais parce que moi je pensais à un problème familial. Et les gens vont penser et comparer le problème avec le leur. Ça vous va ça? Donc je récapitule. Un process, vous créez un cadre. Qu'est-ce que vous demandez au spectateur de faire? Il va faire quelque chose pour vous. Vous lui demandez de se concentrer sur un truc, de penser à quelqu'un qui lui est cher, de penser à un souvenir, de penser à une personnalité, à un problème, ce que vous voulez.
vous mettez en place un processus de la main, vous pouvez lui demander d'imaginer la personne devant lui, dans le souvenir, vous pouvez lui dire imagine-toi que tu es entouré par ce souvenir-là, ça va mettre en mouvement la personne, vous allez pouvoir deviner des choses sur elle, et vous faites le recadrage avec l'extrême, donc négation de l'opposition avec une généralité. Ça va ça? Je vais en faire quelques exemples, comme ça vous voyez un peu comment on peut commencer un cadre. Allez-y, prenez le livre, et j'aimerais que vous vous imaginiez une question qui se pose à l'intérieur là du livre. Imaginez que vous êtes en train d'écrire une question. Vous pouvez baisser les mains. Stéphane, tu peux te concentrer sur les différentes questions que tu as écrites. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, Stéphane, c'est que tu es le genre de personne à qui ça tient énormément à cœur de progresser. Je vois que tu mets énormément de miroirs autour de toi, mais pas d'un point de vue arrogance. C'est plus d'un point de vue comparaison à ce que tu vas avancer, correct? Et je sens que là, la question que tu te poses, c'est est-ce que tu vas réussir à atteindre cette chose que tu as envie de développer. Tu te mets énormément d'efforts, mais je sens que tu as des limites par rapport à tes capacités personnelles, n'est-ce pas? Parce qu'en général, beaucoup d'autres personnes ici vont penser à du métier ou de l'argent ou même une famille, mais toi, c'est pas le cas. Tu es énormément focalisé sur toi parce que tu as envie de progresser. Et tu sais que tu as encore un gros chemin à avancer. On continuerait aussi avec ça. Bruno, la chose qui moi me vient à l'esprit là, c'est que la première chose que j'ai visualisée quand tu peux te concentrer sur ta question ou tes questions en tout cas. Je te vois entouré de gens. il y a des personnes dans ta tête à qui c'est hyper important. Je parle pas d'engueulade ou des choses de problématiques d'engueulade parce que certaines personnes pourraient penser, tu vois, à des problèmes au boulot, etc. Mais toi, c'est pas le cas. Je sens que c'est juste, tu as envie de créer des rapports plus francs avec des gens, n'est-ce pas? Ouais, c'est quelque chose qui est assez important pour toi parce que je sens que dans ton passé, tu étais le genre d'étudiant qui un peu observait les autres et je pense que tu avais beaucoup de questionnements sur la manière dont les gens fonctionnaient, comme si tu te disais je comprends pas très bien comment ça fonctionne et tu avais envie de déchiffrer tous les codes que tu vois, comme un scientifique qui voudrait venir écrire toutes les équations du monde autour, n'est-ce pas? Ouais, voilà déjà 2 exemples, ça va? Très bien, bravo, on peut les applaudir bien, merci beaucoup. À titre d'exemple, c'était quoi les différentes questions que tu avais dans ta tête, toi? Problème de santé d'une personne. Problème de santé d'une personne, ok, donc connecté à une personne. C'est hyper... juste le regard de ces 2 personnes-là, moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Ici, il y avait un focus, une concentration, un truc à atteindre. Et en même temps, il n'y avait pas comment dire? Il n'y avait pas un enjeu de danger. Donc, je me suis dit probablement c'est un effort sur soi. Une manière simple à déjà diviser les choses, c'est de diviser, et on va en parler un peu, diviser les objectifs et les directions. C'est vers moi, vers les autres, un objet ou humain. Toutes ces distinctions-là, c'est simple à canaliser dans votre esprit. Est-ce que c'est pour le futur ou pour le passé? Est-ce que c'est un truc du présent? Est-ce que c'est un truc qui a un grand impact ou un faible impact? Est-ce que c'est pour moi ou pour les autres? Et juste vous naviguez à travers ces différentes questions-là. Donc là, il y avait ça. Ici, d'un autre côté, j'ai senti un peu plus de tristesse. Et il n'y avait pas d'effort dans la manière dont tu regardais ta main. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui te dépassait. Donc c'est pour ça que je pensais potentiellement une connexion avec quelqu'un ou une discussion ou en tout cas qu'il y avait une personne en tête. Mais chaque personne aurait pu aller dans différentes directions. Cette dichotomie-là, cette répartition entre les 2 tâches à chaque fois, est-ce que je les ai conscientisées? Comment est-ce que j'ai réussi à les répertorier? Oui, je les ai conscientisées. On va en parler après. Mais ce que moi, je vous conseille de faire, c'est effectivement de vous poser plusieurs questions. Moi, j'ai un background en soft skills, que je connais plusieurs modèles de personnalité. Alors, on peut mettre des limites à quel point c'est vrai ou pas les modèles de personnalité. Néanmoins, ce qu'on ne peut pas renier, c'est que les modèles de personnalité sont un excellent outil pour justement faire des dichotomies, diviser des choses, etc. C'est beaucoup inspiré de la PNL, tu as entièrement raison. Mais ce truc-là de vers les autres ou vers moi, objet ou humain, pensez, pour faire simple, pensez au jeu. Voyez le jeu des 20 questions. Posez-vous les mêmes types de questions en fait. Voyez le truc quand il y a une personne qui pense à quelque chose et vous avez 20 questions pour deviner. Vous lui faites est-ce que c'est humain ou c'est fait par l'homme? Est-ce que c'est naturel ou artificiel? Est-ce que c'est dans le passé ou dans le présent? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Voilà, c'est ça les types de questions que vous faites naturellement. Et vous allez vous les poser comme question. On va arriver après sur comment je fais cette dichotomie-là.
Donc, plus important, c'est créer ce cadre. Là, je vous ai donné l'exemple de la main, mais parfois, c'est juste aussi, pense à un objet, imagine-le devant toi. Pense à un souvenir et plonge-toi là-dedans. Pense à une personne et la dernière fois que tu l'as rencontrée. Juste un truc où vous allez aider la personne à aller dans votre sens et à pas être contre vous. Deuxième chose à avoir d'une manière hyper importante, c'est ce qu'on appelle un oracle. Maintenant, on va rentrer dans la technique du cold reading, notamment les oracles. Donc, un oracle, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez voir un voyant, un médium, etc., ils vont utiliser ce qu'on appelle des oracles. C'est des éléments physiques qui vont leur permettre de rentrer en contact avec l'au-delà pour certains, le futur, le passé, bref, ce que vous voulez. Il y a les cartes de tarot, le pendule, les runes, qui sont un peu des pierres avec, voilà. Certains utilisent des cartes à jouer, pour ceux peut-être qui se sont procurés mon Akan à Pape. En fait, j'utilise les cartes comme un oracle. C'est-à-dire que les cartes à jouer deviennent un moyen pour moi pour déterminer des choses sur la personnalité de la personne. Les lignes de la main aussi. Morgan Stradler, c'est ce qu'il fait souvent. Dans Ice Cold, lui, son oracle de base, c'est les lignes de la main. Il prend la ligne de la main, il regarde. À quoi ça sert, les oracles? Dans beaucoup de livres de cold reading, vous allez voir un truc commun qui est « il faut un oracle et ne faites pas du cold reading comme ça sans aucun objet ». Moi, c'est ce que je fais en spectacle. C'est important pour moi. Parce que en théâtre, impossible d'utiliser un oracle. Je ne vais pas commencer à balancer des runes ou à faire des tarots devant une salle de 100 personnes, quoi. Enfin, ça marche pas. Mais si on regarde la psychologie derrière, un oracle, c'est un élément magique qui détient un pouvoir. Votre job en tant que reader, donc cold reader, c'est d'interpréter cet oracle-là. Et cette distinction-là est hyper importante. Il y a deux problèmes que je vois régulièrement en cold reading. Le premier, c'est l'accès beaucoup trop fort avec l'objet. Et le deuxième, c'est l'inverse. C'est pas du tout avoir d'oracle. Et du coup, il y a des trucs du style « Ah, j'ai l'impression que t'es boulanger ». Non. Alors, fun fact, je vous jure que c'est vrai, j'avais déjà vu une fois un magicien mentaliste français que je ne citerai pas, mais parce que juste à titre d'exemple, qui faisait un cold reading. Du coup, il a pris une personne et il lui a fait « Ok, moi je sens que tu es boulangère ». Et elle fait « Ah non, pas du tout ». Je fais « Non, pas toi. En fait, ton mari, il est boulanger. » Non, pas du tout. Mais je sens que quand même, t'aimes bien travailler avec tes mains, comme si tu cuisinais du pain chez toi. Non, pas du tout. Mais en fait, tu travailles énormément. Un cake, en plus, t'aimes bien la cuisine. T'aimes bien. Ah bah non, je cuisine pas, je commande. Mais c'est ton mari, du coup, qui aime bien le pain. Bah non, machin. Et il a continué comme ça, et à la fin, il a terminé avec « Mais tu manges du pain au quotidien ?» Et elle fait « Oui », il fait « C'est ce que j'avais ressenti, merci beaucoup ». Et il continue. Compliqué. C'était très compliqué, voilà. Donc ça, il y a ça, cet extrême-là. Ou l'autre, c'est l'usage nonchalamment de Barnum Statements. Donc pour clarifier ce que c'est un Barnum Statement, c'est une phrase qui va marcher pour beaucoup de gens, alors qu'elle semble très précise. Une blessure à la jambe gauche, vous avez peu d'amis mais en qui vous tenez beaucoup, vous avez un problème de voiture en ce moment. C'est des Barnum Statements. La manière dont il faut utiliser les Barnum Statements, c'est qu'il y en a plusieurs. Hein. Dans Full Fact Book of Cold Reading, il y a une très belle liste d'exemples de Ian Rowland que je vous conseille de regarder. Le souci avec les Barnum Statements, c'est qu'il faut savoir les utiliser aussi. Donc là, c'était trop précis, ça marche pas, et du coup, on ruine notre crédibilité, parce que t'aimes bien manger du pain, c'est pas crédible, quoi. Mais d'un autre côté, si je fais que des Barnum Statements, et ça c'est un autre exemple d'un magicien pareil que j'ai vu faire ça une fois, et donc il avait pris une personne, il lui a fait « Ok, moi je vais deviner des choses sur toi. Je sens que parfois t'es très énergétique, mais il y a des moments où t'aimes bien rester seul dans la vie, correct ?» Oui, je sens aussi que tu as des amis, dont certains plus amis que d'autres, correct? Oui, je sens aussi que tu aimes bien voyager, parfois rencontrer de nouvelles personnes, correct? Et du coup, tout ça me dit que ton chien s'appelle Bobby. Oui, et j'étais genre, quel est le rapport en fait entre tous ces éléments-là? Il avait fait son pic, il s'est dit, bon, bah je vais balancer quelques Barnum Statements au début pour atteindre le Bobby. Mais vraiment, d'un point de vue perception publique, c'est absurde. Il y a vraiment du bah ouais. Ah, il a deviné Bobby. Donc, c'est pas possible. Donc, comment on fait? Un oracle, la particularité, pourquoi tous les psychiques l'utilisent, c'est parce que c'est quelque chose qui est légitime. Vous n'êtes qu'un interprète. Si on regarde la science, il y a beaucoup de gens qui disent que la science évolue constamment.
C'est pas exactement vrai. C'est pas la science qui évolue. La méthode scientifique, elle, n'a jamais évolué. Toujours la même procédure. Depuis Aristote, ça n'a jamais évolué. Manière de réfléchir scientifiquement. Autre chose qui n'a jamais évolué, les résultats. Les résultats des expériences n'ont jamais évolué. Ce qui évolue, c'est les interprétations. Et c'est tout. C'est-à-dire que on a un modèle, un système dont on est sûr. On a des faits, des résultats. On a testé ça, on a trouvé ça. Ça bouge pas. Par contre, on se dit, ok, on a pris tel nombre de personnes, on a observé tel truc, qu'est-ce que ça nous raconte? Et là, c'est l'interprétation qui va venir. Quand vous faites du cold reading, et même plus général, moi je pense quand vous faites du mentalisme, c'est ça l'idée. L'oracle va être sûr à 100%. Vous êtes qu'un interprète de cet oracle-là. Ça va là-dessus? Donc, quand par exemple je retourne des cartes du tarot, je vais donner un exemple, et là je dis, ces cartes-là, comme il y a la haute prêtresse avec le 5 de coupe, ça me dit que du coup, récemment, vous avez eu un problème avec quelqu'un de votre entourage. Qui est cette personne? Quand je vous fais ça, la personne, soit elle va trouver quelqu'un, soit sinon, si elle ne trouve pas, moi je vais re-regarder les cartes et je vais faire... Non, le 5 de coupe parle d'une engueulade et la haute prêtresse est forcément un lien proche. Alors après, ça peut être aussi, vu les autres cartes qui sont ici, ça peut être aussi un ami. Une engueulade sur de l'argent, etc. Donc les cartes sont vraies. Les cartes, ce qu'elles racontent sont vraies. Moi, je change mon interprétation. Et pourquoi c'est mieux que du coup le truc du boulanger? C'est que à aucun moment votre légitimité est remise en question. C'est ça la grande différence. Je ne vais pas dire ce que je ressens. Je vais interpréter quelque chose qui me vient. Et que ce soit du coup pour moi, en tout cas la manière dont je développe le système de cold reading, que ce soit un vrai objet ou comme moi je l'utilise, imaginaire, il faut que vous vous référiez à quelque chose qui vous dépasse et dont personne ne peut questionner. On a besoin d'un support. Quel est l'oracle qu'on va utiliser de manière imaginaire? C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. On va reprendre l'exemple de la boulangère. Okay, et je vais vous dire comment cette personne-là aurait dû ou aurait pu faire le truc pour jamais remettre en question ça. Imagine que je te le fais et que tu es la même dame ou ça. Donc je fais OK. La première chose que je ressens, c'est que t'es boulangère ou tu cuisines pas mal de pain et de gâteaux. Et tu me fais non, pas du tout. Je fais c'est bizarre, tu fais pas du tout de cuisine d'une manière professionnelle? Non, non. Mais pourquoi alors est-ce que je te vois? Parce que l'image qui me vient, c'est que moi je te vois dans un restaurant en train de servir des personnes. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes très jeunes. Je vois pas de personnes au milieu, mais tu es en train de leur servir quelque chose. Ça te parle d'une certaine manière? Ok, c'était pas grave. Je vais rentrer un peu plus en détail du coup sur cette image-là. Parce que dans cette image, pardon, ok, c'est pas du pain que tu es en train de servir. En fait, c'est juste plein de différents plats, mais les plats sont une métaphore par rapport à un enseignement, un apprentissage. Je sens que tu es quelqu'un qui va venir enseigner des choses à des personnes. Tu consultes ou quelque chose du genre pour certains individus? Notamment pour des personnes assez expertes, d'où la raison que je vois des vieux. Je sens que tu es très spécialisé dans un domaine précis et tu viens consulter, n'est-ce pas? Non. Pas du tout pour toi non plus? Ok, mais c'est pas grave, tu donnes pas du tout des cours ou t'enseignes pas du tout à des gens? T'enseignes pas. Je vais creuser plus alors ce plat. Dans le plat, je vois un mélange de... Alors déjà, tu es seul en tant que serveur, parce que tu poses plutôt dans ton côté. Tu es seul, t'essaies pas d'interagir avec les autres. Je pense que ce que tu es en train de servir alors devant toi... Ah non, pardon, il y a des gens qui sont en train de te critiquer à la fin. Ok, donc tu offres un service. Ok, pardon, tu donnes quelque chose, tu développes un truc. T'es de l'informatique ou quelque chose du genre, parce que je le vois un peu mélangé, c'est un peu quadrillé dans différentes lignes dans le plat. Tu fais de l'informatique ou du développement web? Pas de développeur web, mais je suis dans l'informatique. Tu es dans l'informatique, ok, très bien. Et là, vous voyez, là, vous vous dites, oh putain, il est trop fort, il a deviné de l'informatique. Pourquoi est-ce que ça marche? Alors là, du coup, je suis passé par les différentes choses, mais entre parenthèses d'ailleurs, cette séance est hyper compliquée pour moi de faire du cold reading, parce que je connais certains d'entre vous. Donc c'est d'une complexité à savoir qu'est-ce que je dirais si je dis pas. Là, ce qui se passe, c'est que, vous voyez la différence? L'image est juste. L'image me vient, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, mon interprétation était trop hâtive. Donc j'ai creusé l'interprétation. Et en fait, littéralement à la fin, pourquoi je t'ai dit que tu es le seul serveur? Parce que c'est l'opposé de ce que je t'ai dit au début.
À un moment donné, je t'ai dit, tu bosses avec des gens, tu m'as dit non. J'attends un peu d'instant et je te fais, ah, je vois que tu es le seul serveur, tu bosses tout seul, n'est-ce pas? Et là, tu me fais, oh, oui, c'est vrai, comment il a deviné? Ça marche hyper fortement. On appelle le décalage d'information. Magnifique. Et tu vois, on est d'accord à ce moment-là, quand je t'ai dit, tu es le seul serveur, t'as pas pensé au fait que tu m'as déjà donné cette information auparavant. Voilà. Clairement. Et donc après, il y a l'informatique, etc. Et je rentre. Donc, comment vous allez développer un oracle comme ça? Moi, j'en ai deux que j'utilise régulièrement. Le premier, c'est des images qui me viennent à l'esprit. Une image qui me vient. Quand je regarde la personne, quand je lui prends la main, etc. La puissance des images, et pourquoi c'est intéressant, c'est que il y a, la possibilité de dire quelque chose qui est extrêmement précis sur la vraie personne. Et donc avoir un hit. Je dis, je suis en train de te voir en train de prendre un dîner avec une femme que tu as rencontrée récemment. Là, si vraiment il est en train de développer une nouvelle rencontre ou un date et machin, c'est un miracle. Vous avez deviné ça. Si par contre vous sentez une hésitation, on va arriver après sur le technique comment ça se passe, je peux recadrer et donner des explications à ce que je vois. Donc dire la femme, c'est pas nécessairement une vraie personne. Quand on parle d'image et on parle de métaphore, la femme en général représente une nouveauté, quelque chose qui nous tient beaucoup plus à cœur. Donc je sens que tu as développé un nouveau projet récemment. Et en fait, si je le fais dans l'ordre, si je le fais immédiatement comme ça, suppose que, je donne un exemple, tu es en train d'écrire un livre. Ok? Suppose que c'est ça, la réalité. Et tu te dis, est-ce que je vais réussir à développer ce livre-là? Je vais te refaire la même métaphore pour que vous voyez à quel point c'est fort. Donc je vais te dire, Olivier, l'image qui me vient à l'esprit là, c'est je te vois assis dans une cafétéria avec une femme jeune, c'est la première fois que tu la rencontres. Parce que en fait, ce qu'une femme représente dans ces images-là qui me viennent, pas nécessairement une vraie personne, hein, c'est un nouveau projet, quelque chose qui te tient à cœur et que tu es en train de développer, comme une nouvelle relation que tu es en train de faire. Donc je sens qu'en ce moment, tu es en train de faire un développement d'un nouveau projet, quelque chose qui est excitant, il y a un peu une peur aussi de se lancer dans ça. Et en plus, tu es en train de te dévoiler d'une certaine manière sur le projet, ça te parle? C'est bien ça, oui. Vous voyez, à aucun moment vous vous dites que j'ai essayé de deviner qu'il est en train d'avoir un dîner avec une femme. Parce qu'il y a la séparation entre l'oracle et la réalité. Et là, déjà, j'ai deviné un truc hyper fort. Pour tout le monde, pareil, avec la négation de l'opposition en disant « Ah, mais parce qu'en général, les gens pensent à des trucs monétaires, machin, genre, prenez juste une autre catégorie, et vous faites, mais toi, c'est pas le cas. » Et je développe, et je développe, et je développe. Ça va pour la question de l'oracle? Donc ça, c'est le premier oracle que moi j'utilise, les images. Le deuxième que j'utilise, c'est les émotions. Truc que j'adore énormément. Je suis très tactile avec le cold reading. Je vous invite à le faire aussi. Bien sûr, tout dépend de la personne, si vous la connaissez ou pas. Mais j'aime bien prendre la main en leur demandant, bien sûr. C'est pas, je peux prendre votre main. Je la prends. Parfois, je peux me mettre très proche de les toucher sur l'épaule ici ou quelque chose qui va créer une intimité. Le tactile vous donne énormément d'informations. Et en plus de ça, ça crée une relation proche. Et avec ça, le deuxième oracle que je peux avoir, c'est l'émotion. Dire, t'es en train de rencontrer, donc je vais vous redonner l'exemple du livre et de la femme, par exemple, mais en changeant d'oracle. Okay? Donc, je rappelle le contexte de ce truc-là. Pourquoi j'ai commencé avec le café? Parce que quand je t'ai vu regarder ta main ou quand je t'ai vu, je me suis dit intuitivement, peut-être que c'est une nouvelle rencontre que tu as fait dans ta vie. Donc, je vais suivre cet instinct-là. Comme je réalise que ça ne hit pas, je change l'interprétation de l'image pour arriver à quelque chose de nouveau. On va partir sur les mêmes problèmes, ça te va? Ok. Mais je vais changer d'oracle pour vous montrer comment on peut utiliser et jouer avec plein de différents oracles. Je peux dire, je peux prendre la main? Concentre-toi, Oliver, sur ce problème. Je sens du stress, un sentiment très amoureux, très, très intime qui est en train de se développer, comme si il y avait une nouvelle rencontre. Ça te parle? Parce que c'est bizarre, il y a une émotion de dévoilement. Je te vois en fait stressé du résultat qui peut se passer. Mais en même temps, je ressens une émotion très forte, quelque chose qui te tient à cœur. Il y a une nouvelle aventure, tu es en train de te livrer, on va dire d'une certaine manière, récemment. Tu es en train de travailler sur un nouveau projet, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui te tient à cœur. Etc., etc. Vous voyez que j'ai changé l'oracle. L'oracle, maintenant, c'est plus la métaphore, c'est les émotions. Peu importe l'oracle que vous choisissez, mais vraiment ça peut être ce que vous voulez. Hein. Un mentaliste anglais, Loïs Leval, lui utilise la pupille et l'iris de la personne pour créer un reading.
C'est-à-dire qui voit les variations, les grandissements, les côtés plus faibles, etc. pour créer son reading. Comme les lignes de la main, Fedonvillak dans Sibylle utilise la manière dont une personne froisse un papier et à quel point les froissures sont hautes et basses, etc. pour créer un reading. C'est son oracle. Mais vous pouvez aussi utiliser, je l'ai déjà fait juste pour m'amuser, les froissures dans le jean, le nombre de plis que quelqu'un a sur sa chemise, la manière dont les cheveux sont répartis sur la tête. Énormément de différents oracles que vous pouvez créer en fait. Tout ce que vous avez besoin, c'est quelque chose, un élément, que vous pouvez rentrer de plus en plus en détail dedans et qui est ouvert à beaucoup d'interprétations. C'est ça l'idée. Moi, j'utilise métaphore et émotion, parce que c'est mes deux forts. À vous de trouver le vôtre. Une fois que vous l'avez, vous vous rattachez à ça. Vous prenez un risque. Si ça hit, vous continuez. Hit, ça veut dire, vous marquez un point, ça réagit fort, on rentrera plus en détail après. Vous continuez. Si ça ne hit pas, vous revenez sur la métaphore et vous expliquez à la personne pourquoi vous avez interprété ça. Donc la personne a l'impression que, en fait, vous lui expliquez un système. C'est comme un scientifique qui vous dit regardez, j'ai pris une molécule rouge, une molécule bleue, je les ai mélangées ensemble, et voilà, ça donne du jaune, mais c'est très bizarre, je comprends pas pourquoi, parce que ce sont des données du mauve. Enfin voilà, il vous explique sa procédure. Donc vous, c'est la même chose. Première étape, c'est quel est votre oracle. Donc ça prend du temps. Si vous avez déjà votre personnage en tant que mentaliste, trouvez un oracle qui rentre là-dedans. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi l'image et les émotions, parce que moi, mon personnage, il est très empathique, il est très sensible, en fait. Je reçois des pensées un peu comme ça, en me connectant aux gens, sans parler de psychique, mais juste, je suis très empathique, c'est mon personnage. Donc, les images et les émotions, c'était l'oracle qui était naturel pour moi. À vous de voir quel est l'oracle que vous voulez utiliser. Les poils sur la main, je sais, vraiment. Imagine ce que vous voulez. Vraiment, il y a tellement d'oracles qui existent que vous pouvez vous amuser à en faire un. Ça va pour ça? Donc, je crée un cadre et je fais un oracle. Est-ce qu'un oracle doit forcément être quelque chose de paranormal, ésotérique, ou on peut s'appuyer sur des choses un peu plus reconnues comme la graphologie? Totalement. Tu peux t'appuyer sur ce que tu veux. De toute façon, l'oracle doit être crédible. Hein. La raison pour laquelle beaucoup de gens croient à l'astrologie, c'est qu'ils pensent que c'est scientifique. Enfin, vraiment, parce que c'est des astres qui influencent. J'ai déjà discuté avec une personne qui dit oui, c'est scientifique, machin. Donc, en fait, c'est à toi de voir. Moi, quand j'utilise les émotions, c'est un fait. Hein. On a des émotions en tant qu'humain. L'intuition aussi, c'est un vrai fait. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, on a de l'intuition. Après, la question, c'est comment vous allez l'utiliser. Phologie, c'est très bien. À toi de voir après comment tu vas utiliser ça. Peut-être que tu vas te dire, ok, toi, ta manière de faire, c'est que par rapport à une personne, tu lui demandes juste d'écrire son prénom. Et en fonction de la manière dont elle a écrit son prénom, tu peux deviner des choses sur elle. C'est très bien. Là, c'est un peu penché, donc ça veut dire que là, c'est un peu avant. Machin. La règle d'or avec l'oracle, on va le répéter une deuxième fois, c'est que vous ne commencez pas par l'oracle. Vous commencez avec vos interprétations et ensuite vous amenez l'oracle. Pourquoi? Si vous amenez l'oracle au début, on risque de vous challenger sur l'oracle. C'est un fait simple. Si je commence à dire, là, comme ça monte, ça veut dire que vous êtes nanana. Est-ce que c'est vrai? Si la personne dit non, elle va questionner l'oracle. Alors que si je fais, ok, il y a un A comme ça, t'as voyagé récemment? Oui, c'est très bien. Si tu me fais non, je fais. C'est bizarre, parce que le A monte, et le A qui monte, en général, ça veut dire qu'il y a un voyage en transport, hein, une téléportation. Après, comme il est attaché au L juste ici, c'est peut-être que c'était pas un voyage physique, mais que c'était un voyage un peu plus de l'esprit. C'est-à-dire que tu as ouvert un nouveau champ d'apprentissage. Je sens que tu as appris quelque chose de nouveau récemment, comme si tu apprenais à cuisiner ou à faire du sport, etc. Vous voyez l'idée? J'amène l'oracle après. Parce que si au début il me dit bon, j'enchaîne. Pas besoin de mon oracle en fait. Comment est-ce qu'on peut construire notre propre oracle? On peut s'inspirer de personnalités. Il y a énormément de vidéos de plein de différents médiums et voyants et charlatans. Et du coup, n'hésitez pas à voir eux leur oracle. Il y avait une médium que j'avais vue qui, elle demandait aux gens de leur donner des photos de la personne avec qui ils voulaient contacter, et en fonction des couleurs, de la gradation, de la manière dont la photo avait vieilli, elle devinait ça. Il y a John Edward, un médium qui lui ressent plus des mots. Les esprits lui parlent en mots, mais détachés. Donc c'est des sons qu'il reçoit. Et il essaie de faire un sens avec ça. Luc Germain, lui, il utilise un oracle, pendant au moins un certain temps, je sais, il utilisait un oracle de tarot. 78 cartes de tarot dans sa tête. Et en fait, il regardait la personne et il faisait naviguer les cartes de tarot.
Et il s'arrêtait sur plusieurs et il faisait son oracle. Donc ça, c'est possible. Ça demande de mémoriser les cartes de tarot. Je suis un flemmard. En tout cas, le Major Arcana, qui sont 20, je crois. Du coup, il mémorisait juste l'arcane majeur. Et ensuite, il regardait une personne, il fait ça et il devine. Michael Weber, il y a énormément de différentes techniques. Son oracle de l'alphabet. Littéralement, il a des lettres de l'alphabet. Pour chaque lettre de l'alphabet, il y associe un comportement, une caractéristique. Quand il y a une personne qui vient le voir, il prend son prénom et son nom. Il prend les deux initiales. Il les compare dans son système à lui. Ça lui donne des premières phrases de reading. Lui, pour le coup, il a un cabinet et il se vend comme un voyant et qui fait venir des gens. Il veut être sûr qu'il ne va pas raconter deux choses opposées à la même personne qui vient le voir à des mois espacés. Avec cette technique-là, il est sûr qu'il va toujours commencer de la même manière avec la même personne. Et effectivement, la question que je vais vous poser pour créer vous-même votre propre oracle, c'est trouver des éléments, inspirez-vous de choses. La fiction, énormément de choses qui existent dans la fiction. Regardez les psychiques dans la fiction. Regardez leur vrai pouvoir. Comment est-ce qu'ils reçoivent des choses? Est-ce que c'est des images? Est-ce que c'est des pensées? Est-ce que c'est du toucher? Il y a un moyen de recevoir cet oracle-là. Littéralement, médium, c'est un médium pour quelque chose. Ils sont un intermédiaire. C'est ça que ça veut dire médium. Ils sont un intermédiaire entre les morts et les vivants. C'est pas eux qui communiquent, il y a un intermédiaire. Donc c'est important de trouver ça. Je m'inspire beaucoup de différents modèles de psychologie que j'ai pu trouver parce que j'enseigne ça. À vous de voir quels sont les oracles qui vous intéressent. Fedon Bilek, lui, utilise un bout de papier. Vous pouvez utiliser les lignes de la main comme Morgan Strebler. Vous pouvez vous en inventer un nouveau. Vous pouvez même demander à une personne. Dans APAP, par exemple, dans mon Akan de personnalité, l'oracle que j'utilise, c'est que chaque symbole a sa propre caractéristique de personnalité. Chaque numéro, c'est une échelle d'extraversion ou d'introversion. Genre le roi, c'est très extraverti, là, c'est extrêmement introverti. Et du coup, en fonction de d'où c'est, ça me crée un oracle aussi. Il y a des personnes qui peuvent utiliser la numérologie. C'est une routine de Peter Turner où vous tapez des choses, la date de naissance plus plein de trucs, etc. sur une calculatrice, ça vous permet de deviner. Je ne vais pas vous expliquer comment, mais si vous savez, en gros, vous regardez un nombre et ensuite, avec une passe magique, vous arrivez à trouver quelle est sa date de naissance. Sur ces numéros-là, j'avais développé une numérologie en disant que les nombres pairs, c'est plutôt introverti, les nombres impairs, c'est extraverti. La différence entre les deux, c'est ça. Je m'en fous. Trouvez un oracle, en fait, qui vous tient à cœur. Et surtout, plus votre oracle sera personnel, plus vous serez différenciable des autres, et donc plus vous deviendrez des artistes. Génial. Et vous ne serez pas juste en train de copier le dernier tour qui s'est vendu hyper bien chez Murphy's. Maintenant qu'on a le début, votre oracle, la question c'est comment je débute ça. Donc on a vu, première technique, effectivement, c'est l'observation de la réaction. On va parler de votre intuition. Et là, je vais donner un cadre un peu scientifique sur les recherches parce que c'est un des sujets sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment. L'intuition humaine, il y a beaucoup de recherches qui est faite là-dessus. On a réalisé qu'on a une intuition très forte sur les autres gens, c'est véridique, uniquement si elle est cadrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te demande par exemple, Benjamin, de regarder une personne et de me dire tout ce que tu peux deviner sur elle. Ça va être compliqué pour toi et très probablement ce que tu vas me dire, ça va être faux. En revanche, si je te demande de regarder une personne et te dire est-ce que Mohamed est un peu plus introverti ou extraverti? Est-ce que Mohamed est plutôt côté sortir seul ou sortir avec des gens? Est-ce que Mohamed est plutôt intellectuel ou littéraire? Est-ce que Mohamed est un peu plus forceur, assertif ou au contraire écouteur et passif? Des études ont montré que quand on cadre l'intuition comme ça, on arrive à avoir des résultats extrêmement élevés. C'est que en fait, on est des machines à comprendre les humains. Donc pas besoin de micro-expression ou quoi que ce soit. On le ressent naturellement. Non mais c'est vrai, on n'a pas besoin de rentrer dans ces détails-là. D'ailleurs, fun fact, Paul Ekman qui avait développé les micro-expressions, etc., on a réalisé par une expérience que les gens qui sortaient de son école devenaient des moins bons détecteurs de mensonges que la moyenne. Ce qui est assez triste, mais c'est vrai. Donc, votre intuition, vous devez la cadrer. Comment on va la canaliser? Le modèle que moi j'utilise, c'est The Scam, que j'ai traduit en français. The Scam, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme qui a été développé par des voyants, il me semble. Ensuite, Luc Jarmet l'utilise beaucoup et il existe dans plusieurs autres livres. C'est un acronyme avec les 7 domaines de questionnement qui sont les plus fréquents. Moi, je l'ai traduit en français. Nous avons l'acronyme un vase mort. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. C'est vase mort. Gardez-le en tête, au moins c'est absurde. Voyage, argent, santé, éducation, métier, objectif relationnel et temps. Et d'ailleurs, j'ai ajouté le temps qui n'existait pas pour ceux qui connaissent l'acronyme initial dans The Scam. Voyage, question de déplacement.
Vais-je réussir un voyage? Que je vais atterrir correctement? Qu'est-ce que je vais apprendre? J'ai fait un voyage récemment, un déménagement, un changement de métier. C'est ça, voyage au sens large du terme. Argent, problème monétaire, problème de fonds pour financer quelque chose, salaire qui va monter, augmentation, ce que vous voulez. Tout ça, c'est argent. Santé, comme tu l'as demandé, vais-je réussir à m'améliorer? Est-ce que mon ami va aller mieux? Est-ce que je vais tomber malade dans les jours à venir? Est-ce que je vais rester en santé jusqu'à mon prochain grand spectacle? Toutes ces questions-là, pareil, sont très fréquentes. Éducation. Est-ce que je vais réussir mon examen? Quelle est l'école qui va m'accepter? Comment je vais réussir à m'adapter à les nouveaux apprentissages que je vais faire? Comment je vais faire pour apprendre ça? Est-ce que je suis intelligent ou pas? Toutes ces questions-là, c'est éducation. Métier, au sens large, engueulade, est-ce que je vais réussir la négociation? Vais-je avoir une promotion? Le problème que j'ai en ce moment avec mon boss va se résoudre. Est-ce que je vais réussir à atteindre la fin de la deadline du projet avant que ça soit trop tard, etc., etc. Là, objectif, c'est au sens large du terme, c'est quelque chose à atteindre. Soit quelque chose à acheter. Est-ce que je vais réussir à acheter une voiture? Je vais réussir à acheter cette maison? Je veux acheter un livre rare de magie? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Ou alors, vais-je atteindre un objectif? Je suis en train de monter un spectacle, est-ce qu'il va bien marcher? Le livre que je suis en train d'écrire va bien se vendre? J'ai déjà eu une fois une personne qui se posait cette question-là. Je suis en train de faire un process là, est-ce que je vais réussir à perdre du poids? Qui est un peu relié à la santé. Donc, objectif à atteindre. Relationnel. Côté intime ou amical. Problème, conflit, vais-je bien m'entendre avec ma femme? Vais-je rencontrer quelqu'un? Est-ce que là, ça devient beaucoup trop difficile à gérer? Quelle est ma relation avec ma collègue de travail? Tout ça rentre dans le relationnel. Et enfin, celle qui manquait pour moi que j'ai ajouté en tout cas, dans le premier, qui est temps. Est-ce que j'ai suffisamment de temps pour faire ça? Combien de temps me reste-t-il pour faire ci? À quel point dans ma vie je vais faire ça? Est-ce que je vais atteindre mon rêve avant 2 ans? Est-ce qu'il est trop tard pour moi de commencer ça? Est-ce que je suis trop jeune pour faire ceci? Etc., etc. Tout ce qui est relié à penser à une question, n'importe laquelle, sur votre vie qui vous tient à cœur, elle va forcément entrer dans une de ces 8 catégories. Pas d'autre. C'est vraiment exhaustif en termes de catégories. Et c'est ça sa puissance. Vous allez mémoriser ces 8. Et là, si vous dites, c'est compliqué de mémoriser 8 choses, il y a beaucoup de gens qui connaissent un jeu de 52 cartes par cœur. Donc, du coup, voilà. Là, c'est 8 mots. C'est simple. Donc, mémoriser vase mort, mémoriser voyage, argent, santé, éducation, métier, objectif, relationnel et temps. Comment est-ce qu'on va cadrer notre intuition? Et c'est comme ça que je l'ai fait, du coup, par rapport à vous deux. Je vais regarder une personne. Pendant qu'elle est en train de se focaliser sur son objectif, moi, je vais faire la liste dans ma tête. Mais je prends vraiment mon temps. De toute façon, plus vous prenez votre temps, plus c'est réel. Donc moi, j'ai besoin de ce temps-là. Je regarde la personne et dans ma tête, je fais, est-ce que cette personne pense à du voyage? Oui ou non? Non, je pense pas. Est-ce qu'elle pense à des questions d'argent? Ah, peut-être. Est-ce qu'elle pense à une question de santé? Je pense pas. Est-ce qu'elle pense à de l'éducation? Peut-être pas. Est-ce qu'elle pense à son métier? Ah, j'ai l'impression, peut-être que oui, il y a un truc. Est-ce qu'elle pense à un objectif? Non. Relationnel? Peut-être. Temps? Pas du tout. Ok, donc il m'en reste 3. Entre, du coup, le côté argent, métier ou relationnel, je pense que métier et argent me semblent le plus fort. Et donc, juste, je navigue à travers ces 8-là, juste avec un oui-non. C'est purement binaire. Et là, je vous dis juste, suivez votre instinct. Plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus votre intuition se développera. Et comme on le verra après, de toute façon, même si votre premier truc est faux, comme on l'a vu là, il y a toujours des moyens pour se rattraper avec l'oracle et avec les techniques que je vais vous donner. La particularité de ce truc-là, c'est le deuxième élément qui est marqué, c'est compare and contrast. La manière dont The Scam était utilisé par beaucoup de livres de voyance, c'est qu'il te disait quand une personne arrive, essaye de diviser son problème dans une de cette catégorie-là. Une fois que tu as la catégorie, c'est ce que Fedon Bilak fait, très très bien. Il demande à la personne de classer son problème dans une de cette catégorie. Il pique la catégorie où il a un signal inconscient ou quoi que ce soit pour deviner la catégorie. Ensuite, il fait un reading vis-à-vis de cette catégorie-là. Le souci quand on veut faire du vrai cold reading à fond, c'est qu'une seule catégorie n'est pas suffisante. Pour vous donner un exemple. Supposons que je te regarde et tu es en train de penser à un problème. Moi, je passe à travers mon vase mort et je me dis, ok, j'ai l'impression que tu penses à ton métier. La seule chose que je peux te dire pour commencer le reading, c'est, ok, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, j'ai l'impression que tu as un questionnement par rapport à ton métier, notamment à ton évolution de ton métier. Là, si c'est juste, c'est un miracle, c'est magnifique, je continue avec. Si par contre j'ai tort et il ne me fait pas du tout, je vais ramer beaucoup.
Parce que j'ai très peu de choses à dire sur le métier. Pareil, si je vous dis voyage, il y a juste, vous avez voyagé récemment, vous avez envie de plus voyager, vous avez envie de moins voyager. Temps, est-ce que je vais avoir plus de temps ou moins de temps pour faire? Donc c'est limite. Donc ce que vous allez faire en regardant la personne, c'est pas regarder une catégorie, c'est en prendre deux. Et là, ça change tout. Parce qu'avec deux catégories, compare and contrast, ça veut dire trouver les similitudes et les différences. Avec deux catégories, j'ai beaucoup plus de choses que je peux raconter. J'envoie un net qui est beaucoup plus vaste sur la personne. Donc, beaucoup plus de choses peuvent être OK avec la réaction de la personne. Supposons que tu es en train de penser à un problème précis. Moi, je traverse ça. Et là, je ne te parle pas juste de métier, je pense métier et relationnel. Et là, je peux te dire, par exemple, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un questionnement chez toi autour de ton métier, de l'implication que tu fais dans ton projet. Néanmoins, je sens qu'il y a une petite peur par rapport à ta famille, par rapport à la quantité de temps que tu vas faire. Et là, il commence à hocher énormément la tête. Si c'est le cas, je me dis que le métier, on s'en fout un peu, je le laisse de côté, je suis à fond dans la famille. Vous voyez l'idée? Soit les deux, il réagit fortement, parce que les gens vont hocher la tête comme ça. Hein. Pareil, vous cherchez pas des micro-expressions, c'est des expressions de corps qui s'expriment, quoi. Donc, si les deux hits, c'est magnifique. Vous avez compris le lien. S'il y a que le premier qui marche, c'est nickel, vous rentrez dans le premier. S'il y a que le deuxième qui marche, c'est pareil, vous continuez dans le deuxième. Mais dans tous les cas, ça vous ouvre beaucoup plus de choses. Et là, je vous invite à utiliser votre imagination. Si je vous dis maintenant, pensez à quelqu'un où votre intuition, c'est santé et temps. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Pareil, pensez à quelqu'un qui pense par exemple à voyage et métier. Ou alors quelqu'un où votre intuition vous dit que c'est éducation et objectif. Vous voyez un peu aussi? Ça vous stimule vous, en fait, en termes d'imagination. C'est d'une puissance. Prendre deux trucs et les comparer. Et donc c'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous regardez la personne, vous passez un à un. Et là, je dois insister sur quelque chose parce que je sais que moi, quand j'avais commencé à faire ça, j'avais un peu peur. C'est les temps morts. En tant que magicien et mentaliste, on est pam, 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 machin, devine un truc. Ah, tu penses à une voiture, machin, ça va hyper, hyper, hyper vite. Là, c'est on prend son temps, on regarde la personne, on analyse. En fait, c'est intéressant. Et c'est ça qu'il faut jamais oublier. C'est que souvent, en tant que magicien et mentaliste, on se dit, est-ce que c'est intéressant? Il faut se rendre intéressant, il faut divertir. C'est ce qu'on veut toujours faire. Par contre, en fait, quelqu'un qui est là comme ça et qui fait, concentre-toi sur ton problème. Ok, la première chose que je ressens, c'est, vous étiez tous captivés. Tout le monde était captivé par ça. Parce qu'il y a quelque chose de sincère qui est en train de se passer. Dans ma tête, quand je suis en train de me dire, est-ce que c'est voyage? Est-ce que c'est argent? Est-ce que c'est santé? Est-ce que c'est éducation? C'est ce que je suis en train de dire dans ma tête. C'est hyper intéressant. Et pour une autre preuve, si vous êtes déjà allé au théâtre, il y a des moments de long silence. Hein, et vous êtes captivé de ouf quand il y a une personne qui regarde. Voilà. Donc, soyez rassurés. Plus vous allez prendre votre temps dans cette phase-là, mieux ce sera après, parce que vous serez préparé dans le compare and contrast. Ça va là-dessus? Donc, par exemple, je peux prendre, pareil, je vais vous demander de penser à différentes problématiques. Ok, on va faire ça. Ouais, ok, très bien. Tu peux te concentrer sur les différentes questions qui te traversent l'esprit? Ok. Ok. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je sens que tu es quelqu'un qui, qui a, qui a de gros rêves, qui a envie d'atteindre des trucs assez forts. Et en fait, tu regardes le monde autour de toi pour éviter les obstacles qui se mettent en face de toi. Comme s'il y avait des choses qui se mettent en place, des engueulades ou des problématiques humaines que tu as vécues dans ton passé, qui te perturbent un peu dans ton esprit. Ça te parle d'une certaine manière? Je vais rentrer un peu plus en détail sur par rapport à ça. Quand je dis atteindre des objectifs, je sens que en fait, tu es quelqu'un de très passionné dans la vie. Tu es quelqu'un qui essaie de pousser quelque chose à fond. Quand tu prends quelque chose, qu'on te le donne, tu vas à fond. Limite, on peut te parler pendant que tu es en train de faire ce truc-là et t'écouteras pas du tout. Voilà. Très bien, t'es complètement à fond là-dessus. Et ce que tu as eu parfois, c'est en fait l'hésitation de si ce truc-là va vraiment réussir à obtenir quelque chose de décent derrière. Le résultat par rapport aux actions que tu mets en place. C'est pour ça que je pensais aux personnes, c'est que je sens qu'il y a quelques années, tu as eu comme une...
Je te vois en train de t'engueuler avec une femme, en fait. Un peu plus âgée que toi. Mais il y a... Ouais. Pas plus âgé. Pas plus âgée, mais une femme. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi je la voyais plus âgée alors. Peut-être qu'elle avait un peu plus de... Ah non, pardon, elle était plus expressive, elle t'engueulait directement. Fort, ok, très bien. Je comprends mieux alors, ok. Très bien, il y avait une réaction qui était très forte entre vous. Et je sens qu'il y avait à ce moment-là des moments où tu sentais que les objectifs que toi tu voulais atteindre, les choses qui toi te tenaient à cœur étaient un peu en confusion par rapport à ça. Je fais un time out. Là, la seule chose que je suis parti, c'était, je me suis dit, objectif et relationnel avec toi. C'était ça les 2 lettres que j'ai pris. Mais vous voyez que juste avec ces 2 lettres-là, à quel point ça permet de développer. Quand j'ai senti qu'il réagissait pas trop au début, c'est pas grave. J'ai recadré. Et on va rentrer sur les techniques de recadrage. Hein. Là, c'est juste que je vous explique au fur et à mesure. Donc, je prends 2 lettres. Je laisse vraiment mon intuition. Et au bout d'un certain temps, moi, maintenant, je fais même plus les lettres dans l'ordre. Je laisse juste 2 mots apparaître. Je me dis, je regarde la personne. Là, j'ai l'impression que c'est temps et voyage. Ok. Là, j'en sais rien. Je me laisse traverser par ça. Parfois, ça va être pile poil. Et là, vous allez être tellement content. C'est vraiment un orgasme intellectuel, hein, vraiment. Enfin, quand il y a le truc pile poil précis qui vous arrive dans la tête et la personne, oh, incroyable, c'est génial. Et les autres moments, vous serez bon. Je compare et je contraste. Si je sens qu'il y a des hésitations, j'en explique un. Il n'a pas accroché, je lui dis mais attends, le plus important c'est le deuxième. C'est faux, je sais pas lequel est le plus important. C'est juste à chaque fois je vais changer l'attention. Et à la fin quand je lui dis, il s'engueule avec une femme, il a fait ouais, très fort. Et là je sais que du coup il y a un souci par rapport à ça. Donc si la personne ne réagit sur aucun des deux mots auxquels vous pensez, comment est-ce qu'on avance pour la suite? Ça on le verra plus tard dans la partie comment avancer. Du coup, dans le reading, il y aura des techniques aussi pour ça. Et là, pour l'instant, on réfléchit juste sur le comment commencer un reading. Deuxième technique pour commencer un reading, c'est ce que j'appelle la technique du moine. De la fameuse expression « l'habit ne fait pas le moine ». Si. Voilà, moi je crois que l'habit fait le moine. Et votre objectif, c'est d'utiliser l'habit et de décrire le moine. C'est vraiment ça. La manière et la technique est simple. C'est quelque chose dont je me suis inspiré de Stereotypes Exist for a Reason, qui est une excellente conférence sur le cold reading par Mick Wilson, un mec qui lui se vend comme un mec qui a des vrais pouvoirs en Angleterre, mais qui est un excellent cold reader. Stereotypes Exist for a Reason, qui existe sur Mind Effects, je crois, le site web de Michael Murray. Et dans cette conférence-là, il utilise les stéréotypes des gens à son avantage pour les décrire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une société où on néglige tous les stéréotypes parce qu'on a peur de blesser. En fait, c'est pas les stéréotypes qu'il faut négliger, c'est la manière dont on traite ces stéréotypes-là. Les stéréotypes, ils existent. Et c'est cool. Et ça raconte des choses, en fait. Il y a une fond de vérité. Comment on va faire? Eh ben, par exemple, je te dis, ok, concentre-toi sur les différents problèmes. Ok. Première chose que je ressens de toi, c'est que tu es quelqu'un d'assez curieux dans la vie. Tu es le genre de personne qui aime bien surtout écouter avant de t'exprimer parce que tu as envie d'apprendre. Tu as une soif d'apprendre pour découvrir ces choses-là. Quitte à ce que les gens ne te remarquent pas, en fait, ce qui compte pour toi, c'est toi-même ton développement. Parce que tu sais que les résultats que tu essaies de faire, c'est pas nécessairement pour les autres. Y compris même dans ton boulot. J'ai l'impression que ce qui t'importe, contrairement à beaucoup d'autres personnes, hein, c'est pas la manière dont le manager te voit, c'est la manière dont toi tu réussis tes objectifs. Et je te vois régulièrement te dire, même je crois il y a 2-3 jours, où t'as pas atteint ton objectif voulu, mais où tu t'es dit, c'est pas grave, moi j'ai grandi. Ça te parle? Ce que j'ai fait, j'ai décrit sa veste noire. Il est en noir, avec une casquette. Donc il se cache. J'ai déroulé tout ça à partir de ça. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. C'est bon. C'est tout ce que j'ai fait. Est-ce que ça te parlait ou pas? C'est totalement vrai. Voilà. L'habit fait le moine. C'est hyper simple. Là, on a ici, je vais vous dire ce que je vois. Ici, on est en noir, mais ces chemises avec quand même un bracelet. Donc, je lui raconterai pas la même chose. Ici, je te dirais, toi, Alexis, ce qui te tient le plus dans le cœur, c'est pas les choses grandioses, c'est les petites choses de la vie. C'est les petites choses qui sont importantes, c'est-à-dire les moments juste simples que tu passes avec les gens de ton entourage. Juste un moment où tu t'assois dans un parc et tu prends l'air, n'est-ce pas? T'aimes pas trop courir dans tous les sens. T'aimes bien juste donner de l'importance à ces choses-là. Et je sens que quelque chose qui est hyper important pour toi, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est habillé en noir, mais il a un truc qui sort du lot. Donc, il est précisé sur les petits détails de la vie. Tout, hein. Je sais pas quoi vous dire plus. Tout ce que il y a des gens qui se cachent. Qu'est-ce que je fais? Là, pareil, on a un côté hyper décontracté en haut. On a des jeans, donc il y a un côté très décontracté. Néanmoins, dans la posture, on n'est pas relâché. On a une posture professionnelle.
Donc je pense qu'il y a deux aspects. Donc là, ici, là, il faut me croire quand je vous dis que j'utilise pas les choses que je connais déjà sur vous pour deviner ça. C'est ça les difficultés aussi du cold reading. Mais là, par exemple, ce que j'aurais dit, tu prends pas les choses trop au sérieux d'une manière importante, Laurent. Je sens que tu es le genre de personne qui est assez cool, assez chill. T'aimes bien profiter des gens. Néanmoins, je pense que tu as des grosses responsabilités. Tu travailles avec des personnes importantes, mais sauf que t'essayes pas trop de te vanter par rapport à ça. On est d'accord? Pourquoi? Pareil, posture droite, il est quand même bien rasé, c'est quelque chose de professionnel ce qu'il a fait. En même temps, il a un côté un peu décontracté. Donc c'est, regardez, je fais un effort pour aller dans votre sens. Comment vous vous entraînez à ça? Observez les gens dans le métro. Le plus important là, bien sûr, on va pas décrire ce qui a marqué, hein. L'idée, c'est de se dire, les éléments que je vois, je vais les raconter d'une manière métaphorique. Ça, c'est un exercice. Ça prend du temps pour apprendre votre cerveau à faire ça. Mais ce que je vous invite à faire, c'est régulièrement dans la vie, regarder les gens. Et moi, c'est comme ça que je m'entraîne tous les jours. Quand je prends le métro, je regarde les gens dans le métro et je me dis juste, si j'avais cette personne, par quoi je commencerais par lui dire? Qu'est-ce que je dirais en premier? Et là, j'observe. Je me dis, ah ok, je peux pas lui poser la question, on ne peut pas vérifier. Mais ce que ça vous permet, ça, c'est que ça vous permettra d'entraîner votre manière de voir le monde d'une autre manière, de voir d'une manière métaphorique. Ici, on a un Nike Trail, désolé, mais directement sportif. C'est qu'en plus, sa tenue, ça se voit. Mais du coup, c'est quelqu'un qui est très important dans le côté fitness. Qui dit fitness, dit rigueur aussi. Parce qu'il n'y a pas de personne qui est fit s'ils ne sont pas rigoureux dans la vie. Donc, je vais dire un côté peut-être un peu militaire, un peu rigoureux. Quelque chose qui est hyper classifié dans sa vie. Et il essaie à chaque fois d'optimiser son organisation de la vie, n'est-ce pas? Tout ça, ça me donne des informations par rapport à vos vêtements. Dites-vous, quel est ce vêtement? Qu'est-ce que ça me dit? Comment je le décris de manière métaphorique et comment je le balance à la personnalité de la personne? Et je ne dis plus des vêtements, je raconte la personne. Voici les deux grosses techniques que je vais vous donner pour ça. La première, c'est le vase mort pour votre intuition. Et même d'ailleurs, petite parenthèse, si votre intuition vous dit autre chose, un problème très précis, moi je vous dis suivez-la. Vraiment, vous ne perdez rien, vous n'avez aucune chance de faire ça. Et parfois, votre intuition peut vous donner des choses hyper précises. Petite parenthèse pour vous expliquer ce que c'est l'intuition. Les deux caractéristiques de l'intuition, c'est que ça doit venir d'une manière non forcée dans votre esprit et d'une manière très forte. C'est ça les deux caractéristiques. Il y a énormément de tests qui ont été faits en laboratoire et certains des résultats étaient faussés par rapport à l'intuition, tout simplement parce que on confondait le ressenti et l'intuition. Parce qu'ils n'avaient pas mis de barrière de séparation entre les deux. La grosse séparation, c'est que le ressenti, je le force, alors que l'intuition, elle me vient. Et là, je vous jure que c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé un soir, des moments où je sais que mon intuition est juste. Et ça, vous le ressentirez. Il y a des moments où vous vous dites, je fais le déroulé, je continue avec les... Comme là, je le fais. Il y a d'autres soirs où vous avez des trucs forts dans votre tête. Est-ce que cette personne, vous l'avez déjà vue dans une soirée que vous avez oubliée? Est-ce qu'elle vous fait penser à quelqu'un? Est-ce que vous avez entendu... Je ne peux pas savoir d'où ça vient, c'est très complexe. Tout ce que je vous dis, c'est écoutez-la. Et j'avais déjà eu un soir quelqu'un à qui je faisais un reading, donc je déroulais les choses, etc. Nanana. Là, je lui fais oui, vous avez un problème à votre métier. Je sens que je vous enlève les techniques de comment je suis arrivé, hein, mais globalement, je lui révèle il y a un problème dans son métier, il y a une Anglaise, elle a envie d'une promotion. Et là, dans ma tête, j'entends, mais vraiment de manière hyper forte, Emmanuel. Je me dis, je vais lui balancer. Je lui dis, c'est qui Emmanuel pour vous? Et là, elle explose de rire. Elle me fait, c'est le nom de mon patron avec qui je m'engueule. Je ne peux pas vous expliquer comment ça m'est arrivé. C'est juste un fait. À ce moment-là, je ne peux pas vous dire d'où ça m'est venu. Je savais juste au fond de moi que ça avait une véracité. Il y avait un autre soir. J'allais commencer par faire un center terre. Ceux qui connaissent, devinez une information. La personne avait écrit son mot. Elle a pris son papier. Et avant que je prenne son papier, j'ai eu une intuition. Et je lui ai dit, tu penses pas à une voiture? Il me dit, si, c'est vrai. Voilà, je ne sais pas comment c'est possible. C'est très rare, mais c'est génial. Les moments où ça vous arrive, suivez-les. Donc, suivez votre intuition et on va voir après comment on avance. Comment je fais si les choses dans lesquelles la personne ne pense ne sont pas dans les deux premières choses auxquelles je pense? Les deux premiers mots. Là, la particularité, c'est la technique du vous par rapport au problème pensé. Moi, mon objectif, c'est de deviner le souvenir, de deviner le problème, la question, l'objet. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser cette technique-là juste pour une divination d'objet. Une personne qui, en full interview live, littéralement me sort. Et là, maintenant, sans papier, sans crayon, sans rien du tout, qu'est-ce que tu peux deviner sur moi? Je pense à quoi là?
super. Oh, merci beaucoup. Pour- Donc, ça arrive, on est obligé de se lancer dans cette situation-là. Ce que je fais, la technique, c'est que... Donc, moi, j'ai un oracle, on est d'accord? L'oracle, il me vient, c'est l'image, c'est les émotions, etc. Les premières choses que je vais dire, c'est le vous. Je ne parle pas de l'objectif de la personne, je parle de la personne. Pourquoi? Parce que si je lui dis, si je commence par exemple par reprendre l'engueulade avec ta femme. Si j'avais commencé en te disant, tu es en train de penser à une question d'objectif à atteindre. Bah là, tu peux me faire, ah bah non, pas du tout. On est d'accord là-dessus. Alors que si je le fais, tu es le genre de personne qui met énormément d'efforts à atteindre un objectif. Là, ce qui se passe, c'est que s'il réagit hyper fortement, je sais que mon première intuition, c'était son problème. Donc là, j'enchaîne et je lui fais, et c'est exactement ce à quoi tu penses, n'est-ce pas? Si par contre c'est faux, je vais développer sa personnalité. Et donc là, et c'est exactement ce que j'ai fait qui m'a permis d'arriver à une engueulade avec ta femme, c'est que j'ai commencé à réagir que ça réagissait pas. Donc j'ai continué avec, t'es le genre de personne qui quand on te donne une tâche, en fait tu peux même t'isoler des autres et tu vas à fond, tu mets énormément de moyens, etc., n'est-ce pas? Et là il a fait oui. Et là je lui dis, mais c'est pas une tâche auquel tu penses. Là t'es en train de penser à une engueulade avec quelqu'un, n'est-ce pas? Avec une femme. Oui, ta femme. Et là j'ai transféré. Comment je sais que c'est pas le bon? Bah j'ai pris l'opposé. C'est pas un objectif auquel il pense, donc c'est forcément humain. C'est pas quelque chose du passé ou une projection sur le futur, c'est forcément présent. Point barre. Donc, j'utilise le vous, description de la personne, pour déduire des informations sur la chose auquel il pense. Vous voyez ça? Et ça marche aussi pour un souvenir. Supposons que la personne pense à un objet. C'est bon, t'as un objet en tête? Très bien. Je vais pas aller jusqu'à la divination de l'objet, hein, mais juste pour vous montrer un peu le début. Je sens que t'es le genre de personne qui aime bien les petites curiosités. T'aimes bien les petites choses qui sont assez originales, qui sont atypiques, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce genre de truc. T'as pas pensé genre à une voiture ou à un avion. T'es en train de penser à une petite chose, n'est-ce pas? Comment j'ai deviné ça? Parce que j'ai commencé à lui faire, tu es le sort de personne qui. Donc lui, tu es le sort de personne qui aime bien les petites choses originales, etc. Il a commencé à sourire. Et vous l'avez vu, pas besoin d'être mentaliste pour le... Il a commencé à sourire. Donc je sais que la généralité que je lui dis sur lui, c'est valable par rapport à l'objet auquel il pense. Donc je lui ai dit, et là, avec la négation de l'opposition, t'as pas pensé à une voiture ou un avion. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, vous vous dites, c'est vrai qu'il aurait pu penser à une voiture ou un avion. Et là, quand je lui fais, t'as pas pensé à une voiture ou un avion, t'as pensé à quelque chose d'un peu plus petit, d'un peu plus intéressant. En plus, j'ai l'impression que ça bouge, n'est-ce pas? Toi, t'adores les trucs un peu interactifs et tout. Il y a un petit moteur? Non. Il y a un petit moteur, hein. C'est trop marrant. Genre une voiture télécommandée, un truc du genre. Pas très loin, un petit chien qui avance. Drone. Truc, Moteur, ouais, il y a un moteur. Bah, c'est vibromasseur. Voilà, troisième réaction, super, vraiment. Putain, mais c'est la deuxième fois dans cette semaine où quelqu'un pense. C'est moi qui dégage cette. C'est quoi ce délire? Bon, bref, vous avez vu en 2 phrases, j'ai deviné un vibromasseur. C'est quand même hyper puissant, hein. La technique, c'est que j'ai fait la généralité sur lui et ensuite le problème. Quand je veux avancer, je reviens sur le vous. Je reviens sur le vous pour ensuite avancer sur le lui. Si le vous, il marche pas, s'il réagit pas, je reviens sur l'oracle pour expliquer ce que je voulais dire sur sa personnalité. Et ensuite, je prends l'opposé par rapport à son objet. Supposons que tu avais pensé à un avion. Okay. Donc pense à un avion là, et je vais te refaire la même chose pour que vous voyez un peu comment je peux avancer. Donc tu penses à un avion, ok? Je te fais, ok, concentre-toi là-dessus. Dans ta vie en général, t'es le genre de personne qui aime bien les petites curiosités, les petites choses originales, les choses qui sont assez intéressantes, n'est-ce pas? Ouais, un peu d'une certaine manière. Alors, en général, quelqu'un d'ailleurs qui aurait pensé à un avion aurait hésité un peu sur ça. Mais c'est pas grave. Imagine que tu hésites à ce moment-là. Ok? Parce que comme tu te concentrais toujours sur le vibromasseur, ça change la relation. Non, mais c'est important. T'avais toujours un vibromasseur sur un avion. Je te connais. Hein? C'est compliqué. C'est pas grave. Oublie le vibromasseur. Il est disparu. Hein? Ok. Timothée, tu es le genre de personne qui t'intéresse aux choses un peu petites, un peu originales. Le genre de trucs qui, tu vois, vont sortir du lot. Je t'explique parce que beaucoup de gens vont penser à des choses anodines comme une plante, une fleur et machin. Mais toi, t'aimes bien le voyage. T'aimes bien aller loin et découvrir des choses. C'est quelque chose d'assez grand et qui peut... Ouais, ok. J'ai pris l'opposé de ce à quoi il n'a pas réagi. Mais là, pour vous, vous avez quand même l'impression que
j'ai fait un hit direct et que j'ai deviné des choses sur lui. C'est clair là-dessus? Sur ce modèle-là, c'est hyper important parce que c'est la technique. Et c'est pour ça qu'on demande à la personne de se focaliser. Comme elle est focalisée sur son objectif, quand vous lui parlez d'elle, elle a l'impression que vous parlez de l'objectif. Donc, si ce à quoi elle pense et ce que vous dites sur elle sont ensemble, pas de souci. Dans ce cas-là, elle va réagir hyper fortement. S'il y a une hésitation, vous oubliez l'objectif, vous creusez la personne, et ensuite vous allez à la direction opposée, en fait, par rapport à ça. Comme le côté servant. Je t'ai dit, je te vois entouré de gens, machin, tu me fais pas du tout. C'est bizarre, parce que je te vois en train de servir des personnes. Ah, ok, excuse-moi. T'es le seul serveur, donc tu travailles seul. Oui. Super. J'ai pris l'opposition, ce que j'ai pu deviner, pour arriver là-dessus. L'oracle, moi, je suis le mentaliste. Je parle de eux. Quand je sens qu'il y a une forte réaction, ça veut dire que c'est relié à la problématique. Ou à la question, ou à la chose auquel ils pensent. Donc là, on a terminé comment débuter l'oracle, comment débuter la séance, comment débuter le reading. Maintenant, la question c'est comment j'avance, comment je détermine de nouvelles choses sur la personne. Maintenant, on sait quel est le cadre qu'on a placé. Donc, on a placé la personne avec un cadre, elle a un objectif, et on a débuté le reading. Comment on avance, du coup? Comment est-ce que vous déterminez des informations? Comment vous revenez sur vos pas? Et comment vous faites pour deviner des choses de plus en plus? Donc, on a déjà parlé de ce truc-là, c'est-à-dire le mélange entre le tu, quand vous sentez qu'il y a une bonne réaction, on avance sur le problème, etc., etc. Là, je vais vous apporter un outil que j'ai développé qui s'appelle l'avancement par l'extrême. C'est quelque chose que j'ai brièvement mentionné sur mon Life Choices, qui est dans les chemins multiples, qui est une technique que j'ai développée pour déterminer des choses très précises sur une personne, avec peu de phrases, qui est limite une technique de Propless en fait. Comment ça va se passer? Je vais dire un mot qui a une connotation très précise. Une connotation, j'insiste là-dessus. Une connotation précise. À partir de ce mot-là, je vais voir la réaction de la personne. Et en fonction de la réaction, je vais recadrer l'explication du mot que j'ai donné, d'un point de vue extrême. Pour vous donner l'exemple le plus classique, comme ça vous allez le comprendre. Dans le Propless, pour ceux qui... Certains font déjà un peu de Propless. Vous avez déjà un peu vu le mentalisme Propless, c'est-à-dire le mentalisme sans objet? Ouais, ok, un peu. En général, dans le Propless, on parle de réaction du spectateur. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, ce qu'on appelle un hanging statement. Un hanging statement, c'est une phrase qu'on va commencer, on laisse une pause, et ensuite on complète. Genre, si je veux deviner la couleur d'une carte, je peux leur dire, ok, concentrez-vous sur la couleur. Donc, c'est une carte noire. Pause, ou rouge, juste concentrez-vous là-dessus. S'ils réagissent sur le noir, je sais que c'est noir. S'ils réagissent pas, je sais que c'est rouge. Bref. Donc c'est un hanging statement. Dans le Propless, on part du principe que la réaction du public est binaire. Soit ils réagissent, soit ils réagissent pas. C'est souvent ça le truc. Hanging statement, ils réagissent, ou ils réagissent pas. La liste, ils réagissent à quel élément? Soit ils réagissent, soit ils réagissent pas. L'enchaînement des différents trucs, ils réagissent ou ils réagissent pas. Moi, en réalité, j'ai réalisé que il y avait 4 réactions possibles à un spectateur lorsqu'on leur pose une question. Et à partir de chacune de ces réactions, je vais deviner d'une chose supplémentaire. Et ça, c'est l'avancement par l'extrême. Donc, pour vous donner un exemple, supposons que vous êtes en train de penser à quelqu'un. Okay, vous pensez à quelqu'un qui vous est cher, peu importe. Okay. Et là, je vous regarde et je fais, par exemple ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Première chose que je vais dire, c'est ça. C'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Le mot jeune a une connotation forte. Donc, 4 réactions possibles. Première, une réaction très très forte. Explosion de rire, un truc, c'est ouf, etc. Si ça, cette première réaction est vraie, ça veut dire que le mot que j'ai utilisé est vrai dans son extrême. Donc, il est en train de penser à un enfant ou un bébé. J'avais déjà eu une personne sur scène qui, je lui avais demandé de penser à quelqu'un qui lui est cher, d'écrire son prénom, machin, de laisser sur le côté. J'ai pas vu ce qu'elle a écrit. Mais la seule chose que j'ai piqué, on va dire, c'est le prénom. Donc, je connais rien sur la personne. On est d'accord. Et ce qu'elle fait, c'est que je lui dis du coup, attendez, je ressens que c'est quelqu'un assez jeune. Et là, elle a explosé de rire. Donc je me dis vraiment, là, ça doit être un truc hyper petit, quoi. Donc je lui fais, vous êtes en train de penser à votre nouveau-né de quelques mois. Et là, elle m'a fait, ouais. Vous imaginez la puissance de ce truc? C'est genre de toutes les personnes possibles et imaginables, je devine un nouveau-né, quoi. Et le public, ils ont fait, oh, il y a vraiment une réaction forte. Donc première possibilité, réaction très forte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Donc j'ai l'impression que, je sens que, une nuance au début toujours, j'ai l'impression que, quelqu'un d'assez jeune. Pause. Première réaction, du coup, réaction très forte. Deuxième réaction possible, c'est une réaction
Ok, mais c'est un oui sans exagération. Ça veut dire que la personne est ce mot par rapport à l'individu qui est en train de penser. Donc dans le cas de jeune, ça veut dire que la personne qui est en train de penser est plus jeune que eux. C'est un fait. Pourquoi? Parce que nous, on se compare toujours à nous-mêmes. Et c'est un biais d'autocentrisme. Et c'est de ça d'où est construite cette technique-là. Donc je vais vous montrer les 4 réactions. Forte réaction, ça veut dire que du coup, la vérité est très 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 forte. Ça veut dire que c'est hyper long, je peux aller dans l'extrême. Deuxième réaction possible, réaction positive. Une réaction positive, ça veut juste dire que la personne est jeune. Donc je partirai sur 10-20 ans. Peut-être trentaine d'années si la personne a 60-70 ans. En tout cas, plus jeune qu'elle de manière consécutive. Troisième réaction possible, une hésitation. Si c'est une hésitation, ça veut dire que la personne a à peu près le même âge que cette personne-là. On revient sur le truc d'autocentrisme. Quatrième réaction possible, une réaction qui commence à être négative en mode. Ça. Comment du coup on avance par rapport à chacune de ces réactions? Je vais vous donner l'exemple de jeune et ensuite je vais vous donner toutes les autres techniques possibles. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Si la personne fait une forte réaction, je fais ouais, c'est un gamin, n'est-ce pas, 10-20 ans, ou une dizaine d'années. Et là, la personne peut faire ouais, c'est ouf, etc. Suivez votre intuition. Si vous pensez 13, dites 13, si vous pensez 12, dites 12. Au pire, vous avez ce truc-là faux, mais au moins, vous êtes quand même hyper bon là-dessus. Deuxième possibilité, c'est la personne réagit fortement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune, n'est-ce pas? Et là, la personne fait oui. Vous lui donnez d'ailleurs le temps de répondre. Pense à quelqu'un. Ok. C'est bon, t'as quelqu'un en tête? Très bien. Donc là, imagine que t'as juste quelqu'un juste de jeune. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune, n'est-ce pas? Ouais, quelqu'un aux alentours d'une vingtaine d'années, quelque chose du genre? Vingtaine, trentaine d'années à peu près. Ok, très bien. Et là, on enchaîne. Vous, ce que vous avez vécu, c'est, j'ai deviné immédiatement qu'il pense à quelqu'un qui a 20-30 ans. C'est ouf aussi, on est d'accord? C'est un hit qui est hyper fort. Troisième possibilité, une réaction réfléchie. Si je fais ça, c'est là où je vais utiliser la technique de l'avancement par l'extrême. Quand je vais utiliser un mot, si je sens une réaction mitigée ou négative, je vais, détourner le regard, très important, je détourne le regard, et j'explique l'usage de mon mot en disant que j'ai dit jeune parce que je pensais pas âgé. Tu peux penser à quelqu'un d'à peu près de ton âge. C'est bon? Très bien. Donc concentre-toi là-dessus. Concentre-toi sur cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Parce qu'en général, les gens pensent à leurs grands-parents, mais toi, c'est pas le cas. C'est quelqu'un d'à peu près ton âge, ta femme. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai dit un mot qui a une forte connotation. Une fois que j'ai commencé à en sortir une réaction, je veux pas qu'il ait l'impression que je suis en train de le lire. C'est ça qui est important aussi dans le cold reading. Parce que si vous faites, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de jeune. Non, ok, alors peut-être ils vont voir à travers votre jeu. Alors que si je fais, je détourne le regard, parce que comme si j'ai une impression, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. S'il commence à hésiter, je détourne le regard, comme si j'étais dans mes pensées. Pas jeune dans le sens gamin, hein, mais parce qu'en général, les gens pensent à genre leurs grands-parents. Mais toi, c'est pas le cas. Et ça, c'est la phrase clé. C'est le toi, c'est pas le cas. C'est une première affirmation qui est forte. Et pourquoi ça marche? Parce que je prends un extrême qui n'est jamais utilisé. Personne pense à ces... Enfin, c'est extrêmement rare. Et quand je dis extrêmement, je crois que j'ai dû l'avoir sur les 150 plus représentations d'effets papillons qu'un seul soir. Très rare. Ce que je fais, en fait, dans l'avancement par l'extrême, c'est que je vais dire un mot connoté. J'ai l'impression que s'il y a une hésitation, je détourne le regard, je fais... C'est pas jeune dans le sens gamin, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à leurs grands-parents. Toi, c'est pas le cas. Je vais le refaire par exemple. Toi, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Oui. Je ressens quelqu'un d'à peu près ton âge, une cinquantaine d'années, correct? Oui. Et là, vous voyez un oui enchaîné. Vous dites, purée, mais il devine des choses. Hyper fort. Dernière possibilité, la réaction négative, c'est ça arrive parfois. La personne vous regarde et j'ai parfois des réactions de comment je fais pour ça, pour recadrer. Pareil, je prends un autre extrait, mais si c'est une réaction négative, c'est-à-dire que la personne est plus âgée que cette personne. Mais à chaque fois, je recadre le mot que j'ai utilisé par rapport à l'extrême opposé, qui, je rappelle, personne ne prend. Donc, supposons que, je sais pas moi, pense à quelqu'un de plus âgé que toi.
quelqu'un qui est proche, qui est vraiment plus âgé que toi. C'est bon? Ok. Là, je vais te dire, concentre-toi. Ok, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Parce qu'en général, et là, vous avez vu, il y a un regard froid, quoi. C'est même pas une hésitation, c'est un, bah, t'as tort, en fait. Donc, à ce moment-là, je détourne le regard, je fais, parce qu'en général, je parle pas jeune en mode gamin, parce qu'en général, les gens pensent à leurs grands-parents. Mais toi, c'est pas le cas, n'est-ce pas? Tu penses à quelqu'un d'un peu plus âgé que toi, mais une bonne âgée. Tes parents, quelque chose du genre? Voilà. Devination de ses parents. C'est fort, hein, il y a rien marqué, il n'y a pas de machin. Première chose que je devine, c'est, je lui dis de penser à qui il veut, et je devine qui pense à son père ou sa mère. C'est fort. Très, très, très fort. Donc, c'est ça l'avancement par l'extrême. 4 niveaux. Réaction forte, réaction bonne, réaction mitigée ou négative. Et tout ça, je rappelle, c'est que la 3e réaction, ça veut dire que ça correspond à la personne. Maintenant, voyons voir comment on peut utiliser ça dans plein de différents outils. Je dis, j'ai l'impression que, et j'utilise un mot fortement connoté. Je regarde la réaction. Si c'est positif, je continue dans cette direction-là. Si c'est négatif ou mitigé, je détourne le regard. J'explique que ce que je voulais dire par jeune, c'est pas l'extrême opposé. Et ensuite, je reviens avec une affirmation forte. Vous avez dû le voir peut-être dans la routine des 5 cartes dans le chemin multiple. Ça s'applique pour une divination de cartes. Imaginez que, Alexis, tu peux penser à une carte? Ne me le dis pas, hein, sinon c'est trop simple. Ok. Concentre-toi d'abord pour l'instant sur la couleur de cette carte. Ok. Donc c'est une carte rouge ou noire, juste concentre-toi là-dessus, rouge ou noir. Maintenant, j'aimerais que tu visualises le symbole. C'est marrant, je vois quelque chose d'arrondi. C'est un trèfle. Hein. Parfait. Là, vous voyez, j'ai immédiatement deviné trèfle. Comment ça s'est fait? Première chose, hanging statement. C'est-à-dire qu'au début, je lui fais, concentre-toi sur la couleur de ta carte. Donc, rouge, je m'avance, je fais donc rouge, mais quand je prends de tête, il est neutre, ou je lui fais ou noir, concentre-toi sur rouge ou noir. Lui, il a l'impression que j'ai aucune information. Moi, je sais que c'est une carte noire. Et ensuite, entre le pic et le trèfle, ce que je commence à faire, c'est dire quelque chose qui est délibérément comparé au trèfle. Et je dis, je vois quelque chose qui est arrondi. Et je fais un rond commençant par le haut. Ça, c'est très marqué. Ça, vous hocherez pas la tête si vous pensez à un pic. On est d'accord là-dessus. Donc, soit il réagit fortement, ce qui était ton cas. Là, j'ai commencé à faire, c'est quelque chose d'assez arrondi. Là, tu as commencé à sourire. Donc, je sais que c'est une réaction forte. Donc, j'ai dit, c'est un trèfle. Et là, vous, ce que vous avez entendu, vous avez vu la réaction? C'est, il m'a rien dit. Il n'a pas réagi. Je lui dis, pense à ta carte, c'est un trèfle. Direct, hein, il n'y a pas de... C'est hyper fort. Si jamais il commence à hocher la tête, je détourne le regard et je fais ceci. Donc, pense à un pic. Concentre-toi sur la carte, visualise-la entre moi et toi. D'abord, juste concentre-toi sur la couleur. Donc noir ou rouge, juste concentre-toi là-dessus, noir ou rouge. C'est marrant, je vois quelque chose d'un peu arrondi. Quelque chose qui a un rond comme ça et qui monte. Ah, c'est une pointe, c'est un pic. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai commencé à faire le truc arrondi. Il était mitigé, il m'a fait. Je détourne le regard et je recadre ce que je voulais dire par l'arrondi. Donc j'ai commencé le pic par en bas. J'ai fait, c'est marrant parce que je vois un truc rond, arrondi comme ça, qui vient et qui monte. Oh, ça monte en pointe, c'est un pic. Et le moment où je le regarde, c'est le moment où je lui fais la révélation. C'est tout ce qui va changer. Parce que si je continue à le regarder dans les yeux, regardez la réalité. Si je le regarde dans les yeux, ça fait, ok, je vois quelque chose d'arrondi. Alors oui, c'est marrant parce que je vois quelque chose d'arrondi comme ça qui monte et qui devient un pic. C'est un pic. Là, il se dit, bon, bah, il a vu que... Alors que si je décroche le regard, c'est marrant, je vois quelque chose d'assez arrondi. Parce que ouais, c'est un rond qui monte et qui... Ah, c'est un pic. Vous voyez la différence? Donc là, je peux naviguer. Pour le cœur et le carreau, je commence avec une pointe. Pense à une couleur rouge. Donc concentre-toi sur la couleur entre moi et toi. Machin, donc c'est une carte rouge ou noire, juste concentre-toi là-dessus. Maintenant... Tiens, c'est marrant, je vois quelque chose de pointu. Comme une pointe qui monte et qui se recourbe. C'est un cœur? Voilà. Vous voyez la fluidité du truc? C'est, s'il avait réagi fortement, je sais que c'était un carreau. En plus, je lui fais ça avec mes mains. Donc, vraiment, il n'y a pas d'hésitation. Je lui fais ça. Comme il n'a pas réagi, je détourne le regard et je fais que c'est une pointe qui monte et qui se recourbe. C'est un cœur. Et là, dans ce cas-là, je sais que c'est bon. Ça, c'est l'avancement par extrême. Simplifié. On peut aller plus loin. Imaginez maintenant, pour revenir par exemple sur le truc de la personne, moi, c'est quelque chose que je fais dans mon spectacle L'effet papillon. Je demande à une personne de penser à quelqu'un qui lui est cher. Et ensuite, elle l'écrit, je regarde le prénom, enfin je le pique avec la méthode que vous voulez. Donc je connais juste le prénom pour l'instant. Mais avec cette technique-là,
plus une phrase avant, je peux savoir exactement le lien qu'elle a avec cette personne. Et je vais vous donner un exemple. Timothée, tu peux penser à quelqu'un qui t'est cher? C'est bon? Concentre-toi sur ça. Tu peux juste me donner ton prénom. Ça, c'est la seule information que j'ai réellement quand je pique. Raymond. Très bien. Donc, la seule chose que je sais, c'est que c'est un homme. Voilà. Après, je sais pas pour l'instant le lien qu'il a avec cette personne-là. Donc, je vais le deviner. Je vais faire, ok, concentre-toi sur cette personne. Attends. C'est pas quelqu'un de ta famille? Ouais. Je ressens quelqu'un d'assez jeune. Parce qu'en général, les gens pensent à leurs grands-parents, mais toi, c'est pas le cas. C'est quelqu'un d'à peu près ton âge, soit une vingtaine, trentaine d'années. Ah, c'est plus grand que toi? Pourquoi est-ce que je le vois alors hyper énergétique? Comme s'il était actif et il faisait énormément de choses. Alors, Ouais, ok, c'est pour ça. Je comprends mieux. C'est ton père? Au-dessus, grand-père? Ouais. Ok, alors là, du coup, non, mais c'est de ma faute. J'ai loupé la réaction quand tu avais refusé les grands-parents. Mais vous voyez, en tout cas, là, ce que j'ai fait, c'est que on va reprendre. Pense à un autre. Il est plus simple. Quelqu'un d'autre. Et je vais vous expliquer du coup ce qui se passe si par hasard, c'est la dernière possibilité mais qui est rare, si par hasard le truc qu'on dit délibérément ce n'est pas le cas, bah on va le faire, ok? Supposons que tu repenses à Raymond. On va faire ça comme ça. Ok, donc concentre-toi là-dessus. Ok. Attends, c'est pas quelqu'un de ta famille? Là, ce que j'utilise, c'est le Wait a Second Ploy de Fedon Bilek, qu'il a développé dans Sibyl et dans Orion, qui en gros, je dis attends un instant, et je pose une interronégative. L'interronégative, en fait, j'ai raison dans les deux cas. Attends, c'est pas pause. Quelqu'un de ta famille? Si tu me fais oui, je fais ouais. Je ressens en plus quelqu'un d'assez jeune, donc je continue. S'il me fait non, je dis non, c'est pas ce qui me semblait. Parce qu'en général, les gens pensent à des membres de leur famille, mais toi, c'est pas le cas. Les deux, j'ai raison. On va le tester. Tiens, pense à un ami à toi. Ok? Ok, concentre-toi sur cette personne. Donc imagine que je sais pas que c'est un ami. Hein. Attends, c'est pas quelqu'un de ta famille? Non, en général, les gens pensent à des membres de leur famille. Et toi, c'est pas le cas. Je ressens quelqu'un d'assez jeune. Vous avez vu la fluidité du truc? C'est hyper fluide. Vous avez l'impression que j'ai deviné que c'est pas quelqu'un de sa famille. Pense à maintenant ton frère ou ta sœur. Ok? Concentre-toi là-dessus. Attends, c'est pas quelqu'un de ta famille? Ouais, je ressens quelqu'un d'assez jeune. Etc., etc. Vous avez pour vous, le oui était valable. C'est ce qu'on appelle une interro négative. Donc, j'ai vrai, j'ai raison dans tous les cas. Voilà, c'est niquez-vous, j'ai raison, peu importe peu importe ce que je dis. Ensuite, je vais lui faire l'avancement par l'extrême. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune. Et là, j'ai commencé à voir un non. Et c'était ma faute. Je pensais que tu avais réagi de manière mitigée, pas d'une grosse manière négative. En général, les gens, s'ils pensent à leurs grands-parents, ils font ouais, voilà. Donc, imaginons que tu penses à ton grand-père. Je fais, ok, je ressens quelqu'un d'assez jeune. Parce qu'en général, les gens pensent à leurs grands-parents, mais toi, c'est pas le cas. Si. Tu penses à ton grand-père? Pourquoi est-ce que je vois quelqu'un d'assez jeune alors? J'ai l'impression que tu le visualises un peu plus tôt, quand tu étais plus jeune avec lui, quand t'emmenait, voilà. Voilà, on est d'accord. Pourquoi ça? C'est que, si l'extrême est vrai, c'est qu'il y a une raison forte. S'il pense à son grand-père, ça veut dire il a un lien fort avec son grand-père, donc que son grand-père est actif. Quelqu'un qui n'a jamais vu ses grands-parents depuis des années, qui les a laissés dans un EHPAD, il pensera pas à son grand-père à ce moment-là. Donc, cette affirmation-là, je sais qu'elle est vraie. Et donc, j'utilise le recadrage du mot pour donner l'explication de comment il le visualise et pas la réalité. Et ça, c'est le cas le plus rare, hein, on est d'accord. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vous pensez à un animal. Il y a une autre manière, une divination propre d'animal. Pensez à un animal. T'as un animal en tête? Ok. Concentre-toi là-dessus. C'est marrant, je ressens un animal assez petit. Parce qu'en général, les gens pensent à des éléphants ou des girafes. Toi, c'est pas le cas. Tu regardes, c'est un animal de compagnie? Ouais, un chat ou un chien, quelque chose du genre. Un chien? Chat, ok, premier, parfait. Deux phrases. J'ai hésité entre chat et chat. Avec tout le nombre de possibilités d'animaux, c'est fort. Hein. Ce que j'ai fait là, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un animal assez petit. Il a eu pas une forte réaction, il a une réaction positive. Donc par rapport à sa taille, je sais que c'est pas microscopique, je sais que c'est plus petit que lui, mais c'est tout. Tu penses à un animal. Ok. Je vais refaire la même technique. Je ressens un animal assez petit. Parce qu'en général, les gens pensent à genre un éléphant ou une girafe, mais toi, c'est pas le cas. Non.
Non, mais je veux dire, c'est pas une girafe ou un éléphant. Non. Non, ce que je te dis, c'est qu'en général, les gens pensent à des trucs grandioses comme un éléphant ou une girafe, mais toi, c'est pas le cas. Je pense à un animal sauvage. Quelqu'un qui est... c'est un tigre ou un lion ou quelque chose de... Ok, très bien. Voilà. 2 sur 2. Allez, on enchaîne. Qui veut plus? Comment je sais? Pareil, là, ce qu'il a fait, c'est que c'était pas quelque chose de grandiose non plus comme négatif, c'était un négatif mitigé. Vraiment, si j'avais dit un truc petit et qu'il pensait à un éléphant, il aurait explosé de rire, ou il m'aurait recadré. Donc là, je lui fais, c'est un animal assez petit. Et là, je vois une hésitation. Je détourne le regard et je fais, parce qu'en général, les gens pensent à des éléphants ou à des girafes. Pareil, personne ne pense à des éléphants ou à des girafes. Je le sais d'expérience. Les extrêmes comme ça ne marche pas. Donc je lui fais, on est d'accord, c'est pas ça. Moi, je ressens quelque chose d'un peu plus grand que toi, un animal sauvage. Et donc là, dans ma tête, je me suis dit, c'est quelque chose qui doit être légèrement plus grand que lui, mais pas abusé. Donc, je partais sur un crocodile, hippopotame, ou justement tigre et lion. Quand j'ai dit sauvage, féroce, j'essayais de naviguer pour voir s'il allait partir sur tigre et lion. S'il n'allait pas réagir, j'allais repartir sur hippopotame et crocodile. Vous voyez l'idée? On en fait un dernier. Tu pensais à quelque chose? Et je vais vous montrer comment je peux le faire dans l'autre sens. J'ai utilisé le mot opposé. Okay. Moi, ça va pas sur cet animal. Ok. C'est quelque chose. Dans quel sens je l'utilise? Oui, je l'ai utilisé plutôt dans ce sens-là. Ok. C'est bon, t'as un animal en tête? Ok. C'est un animal assez grand. Hein. On est d'accord? Parce qu'en général, les gens pensent à genre des coccinelles ou des papillons, mais toi, c'est pas le cas. Je ressens que c'est quelque chose qui est assez proche de toi, quelque chose d'assez commun. Pas commun, que tu peux tenir dans la main quand même. Pas du tout. T'as réagi sur quand je t'ai dit grand? Ah bon, oui. Poker face. Hein. J'ai pas vu du tout de réaction. C'est de ma faute. J'ai pas du tout vu de réaction. Ok, on va reprendre. Je pensais que du coup, t'avais pas réagi, que c'était un non. Ça arrive parfois, c'est pas grave. Hein. Vous ratez avec une personne, vous enchaînez avec une autre. Ok, je sens un animal assez grand, n'est-ce pas? Grand. Ouais, ok, très bien. Quelque chose d'assez massif, etc. Et bref, et vous enchaînez. Mais vous voyez comment on peut jouer avec ça? Si j'utilise le mot petit, l'extrême opposé, c'est éléphant et girafe. Si j'utilise le mot grand, l'extrême opposé, c'est coccinelle et papillon. Pareil, parce que personne pense à une coccinelle. Sauf les psychopathes, vraiment. Enfin, vous dites à quelqu'un, pense à un animal, il fait, coccinelle. Jamais de la vie. Donc, ce que vous faites, c'est que vous trouvez l'extrême opposé. Ça, effectivement, on me dit que si on demande de penser à un éléphant, on pourrait penser à un éléphant. Et c'est là, on revient sur l'explication de l'image. Par rapport aux jeunes, je vous ai dit que si la personne pense à ses grands-parents, qui est l'extrême opposé où je voulais dire non, je lui dis, tu es en train de visualiser ton grand-père quand il était plus jeune. Là, on va faire la même chose. Pense à un éléphant, par exemple. Ok, je vais te donner l'exemple. Donc j'ai l'impression que c'est un animal assez petit. Donc là, je vois un grand nom, je détourne le regard. Parce qu'en général, les gens pensent à des éléphants ou des girafes, mais toi, c'est pas le cas. Si? Mais tu le visualisais dessiné, en fait, devant toi, comme ça. Pas dans sa vraie taille. Voilà. Ce que je fais, c'est que je lui explique ma vision de ce qu'il a. Mais c'est hyper fort, parce qu'il a validé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on revient sur la question de l'oracle. L'oracle a toujours raison. La vision que j'ai est valide. C'est juste mon interprétation qui est mauvaise. Quand j'ai vu une petite image, je pensais que c'était un petit. À l'inverse. Et ça, pour le coup, ça m'est déjà arrivé pour quelqu'un qui avait pensé à un papillon. Je lui avais dit, tiens, par exemple, pense à un papillon. Ok, je lui ai dit, pense à un animal, tu penses à un papillon. Et je vais te faire, ok, j'ai l'impression que c'est un animal assez grand. Parce qu'en général, les gens pensent à des papillons ou des coccinelles, mais toi, c'est pas le cas. Si? Ah, mais tu le visualises vraiment gigantesque devant toi, en fait. Zoomé, n'est-ce pas? Ok. Pareil. Parce que quand on visualise quelque chose, on le visualise agrandi. C'est tout. C'est juste une histoire de, en fait, quand je vais prendre un extrême, je le remets à peu près à ma taille. C'est toujours de l'autocentrisme. Donc, quelque chose de trop grand, je le rapetis pour que je puisse le voir là devant moi. Quelque chose de petit, je le rends un peu plus grand. Parce que personne n'imagine une fourmi à cette taille-là. T'avais pensé à une fourmi, c'est ça que t'avais dit? On est d'accord, tu l'imagines grande. Voilà. C'est juste un fait d'agrandissement, de rapetissement pour la mettre à son niveau. Dans les pays où ils ont beaucoup plus d'animaux, c'est beaucoup plus difficile de deviner l'animal. Là, c'est juste que je vous explique l'avancement par extrême. Après, je peux appliquer tout le processus de cold reading pour la divination de l'animal. Concentre-toi sur cet animal. Ok. C'est marrant, je sens un animal assez grand. Ouais. Parce qu'en général, les gens pensent à genre des insectes ou des papillons, mais toi, c'est pas le cas. C'est pas un insecte. C'est quelque chose que tu peux visualiser devant toi. Qui fait à peu près la taille d'un vélo, quelque chose du genre. À quatre pattes?
Non, Ouais. oui, Ouais, catholique, oui. très bien. Parce que je le vois lentement marcher et je sens qu'il y a quelque chose en lui, un peu un côté féroce. Il y a un regard en lui, comme comme quelque chose qui va essayer d'observer avant d'agir. Pas du Et tout. Pas attends, féroce, en fait. juste, laisse-moi terminer. Ma phrase, non, mais pas de souci. C'est juste que, en gros, dans le regard, j'ai l'impression que toi, t'es le genre de personne qui challenge énormément le monde autour de toi. Et je sens que cet animal-là, un peu, te fait penser à toi, dans le sens, le côté un peu observateur, le côté un peu, je prends du recul, j'observe avant de pouvoir agir. Euh, c'est pas quelque chose dans la savane. Si, oui. Ouais, c'est dans la savane, ouais. Et je sens qu'il y a un côté assez lisse aussi, comme s'il avait une protection autour de lui, comme si on visualisait comme s'il avait une fourrure qui le protégeait, on va dire, de son identité réelle derrière. C'est-à-dire qu'en gros, en dessous, il est très énergétique. C'est quelque chose qui peut courir dans tous les sens, qui peut sauter, qui peut danser, etc. Mais au-dessus, il peut avoir une vision assez calme, assez sereine. Et je pense que c'est un peu ça que tu fais aussi. C'est-à-dire que, à premier abord, quand tu rencontres des gens, t'es assez sympathique. T'as pas envie de créer du conflit, t'as envie de rentrer en connexion avec eux. En revanche, quand on parle d'un quelque chose qui te tient à cœur, t'es le genre de personne qui peut immédiatement t'activer, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais peut-être pas être exactement sur l'animal, mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est un herbivore à quatre pattes et avec des cornes, comme une gazelle ou quelque chose du genre. C'est pas très loin, ouais. C'est quoi? C'est un Springbok. Un spawn, quoi? Springbok, c'est une gazelle, quoi. C'est une gazelle. Ok, très bien. Ça te va ou pas? On a la famille des Merci. Mais ça te va à peu près? Voilà. Là, ce que je viens de faire, c'est une divination d'animal en propre. Tout ce que j'ai utilisé, c'est les mêmes techniques que j'utiliserais pour deviner un souvenir. J'ai juste utilisé d'interro négative sur le côté savane. C'est pas une savane? Si, ça vit dans la savane. Très bien. J'enchaîne là-dessus. Il y a le côté grand-petit. Et après, quand je suis pas sûr, je lui parle de lui. Pour revenir après à l'animal. Et pourquoi j'ai su que c'était un herbivore? Parce que quand je lui ai dit féroce, il a commencé à dire non. Donc je sais que c'est pas un chasseur. Et donc, du coup, j'ai recadré l'oracle qui est toujours juste pour revenir là-dessus. Voilà. Mais j'adore cette divination d'animal. Merci. Par rapport à la personne en face, par rapport à sa catégorie socio-professionnelle ou culturelle, il peut y avoir différentes statistiques par rapport aux animaux qui vont penser, au prénom, est-ce que c'est quel âge, etc. Et donc, est-ce que je me base sur cette intuition-là pour changer? La réponse est complètement oui. L'avancement par l'extrême, en fait, je vais le choisir en fonction de mon intuition. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé, là, mon intuition m'a dit, c'est quelque chose d'assez grand. C'est pour ça que je suis parti sur l'avancement par l'extrême en disant grand. Si au contraire, j'avais vu une femme et je sentais que c'était plutôt une sensibilité et mon intuition me dit que c'est un papillon, j'aurais utilisé l'avancement par extrême avec le mot petit. Pareil pour l'âge. Si pour Raymond, là c'était juste pour illustrer le même modèle, mais si j'ai Raymond, je peux lui dire, j'ai l'impression que tu penses à quelqu'un d'assez âgé. Parce que j'utilise toujours le premier mot qui suit mon intuition. S'il me dit non, je dis pas âgé dans le sens comment dire vieux, mais c'est juste que la majorité des gens pensent à leur nouveau-né ou à leur bébé. Mais toi, c'est pas le cas. À chaque fois, j'utilise un mot qui va dans mon intuition. Si jamais je sens une réaction réfléchie ou négative, j'explique que ce n'est pas l'extrême opposé. Donc oui, je navigue avec mon intuition. Et à la fin, quand j'ai su gazelle, parce que j'ai continué dans le processus jusqu'à ce qu'un animal apparaisse dans ma tête. Et là, dans ma tête, j'ai vu une gazelle apparaître. Et je me suis dit, oui, ça coche toutes les cases. Donc je vais la tester. À ce moment-là, en fait, j'ai tellement deviné d'informations que même si c'est pas une gazelle, tu vois, enfin, c'est évidemment proche et moi, ça me va. Et du coup, je l'amorce d'ailleurs, important, en disant, je ne suis peut-être pas exact, mais moi, je visualise une gazelle. Donc, oui, utilisez votre intuition pour utiliser le premier mot de l'avancement par l'extrême. Mais comme vous avez vu, cette technique-là, du coup, je peux l'utiliser pour des souvenirs, je peux l'utiliser pour deviner des objets, des âges, des animaux, énormément de choses. C'est une technique qui est hyper, hyper, hyper forte. Est-ce que, du coup, consciemment, une personne qui pense à un animal va chercher un animal qui lui ressemble? Je suis pas sûr, mais moi, ça me permet d'utiliser ma technique d'avant. C'est tout. En parlant de lui par rapport à l'animal, moi, ça me permet d'avancer sans prendre trop de risques. Et c'est là où c'est un point qui est important, c'est que j'utilise les Barnum Statements, moi, pour obtenir des informations et pas pour avoir des hits. C'est-à-dire que je dis un Barnum Statement. Il y a certaines phrases que je t'ai dit, c'était des Barnum Statements. C'est-à-dire des phrases qui vous semblent assez générales. Comment je les utilise ensuite? C'est je vois son niveau pareil de réaction par rapport à ce Barnum Statement-là. Je dis à une personne, je sens que tu es quelqu'un qui est assez sensible avec les autres. S'il commence à hésiter, s'il me fait oui,
Je fais ouais, t'es très empathique. Et récemment, et je sais que son problème, du coup, c'est quelque chose relié à ça. S'il commence à hésiter ou il est pas très sûr, je fais pas sensible dans le sens où tu t'attaches rapidement ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt sensible dans le sens que tu as des fortes valeurs. Tout le monde a des fortes valeurs. Même Hitler avait des fortes valeurs sur lui. Enfin voilà, il y a un moment donné. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que en utilisant la réaction, en utilisant l'avancement par l'extrême, ça me permet de naviguer et de corriger sans donner l'impression, mon intuition. Donc je peux dire des choses qui me semblent vraies et les corriger sans que vous ayez l'impression que je suis en train de corriger le tir. Parce que c'est fluide. Est-ce que j'ai une dichotomie dans ma tête pour déterminer l'animal pensé à travers les différents animaux? Ça va être toujours le cas de l'oracle. Mon oracle pour les animaux, c'est les caractéristiques de l'animal. Et en fait, le mot que je vais donner pour la caractéristique, je vais utiliser un avancement par l'extrême. Si je fais il marche à quatre pattes. S'il fait une hésitation, je fais, en tout cas, je suis pas sûr du nombre de pattes, mais je le vois par terre. S'il y a toujours une hésitation, je vais transformer le sur terre. Comme si, on est d'accord, c'est pas un poisson ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois, je suis juste en train de, j'ai pas une dichotomie exacte, parce que je préfère suivre mon intuition. Le plus important, c'est de vous laisser juste le temps de vous dire que cette caractéristique-là, comment est-ce que je peux la changer, changer son contexte pour qu'elle ait quand même du sens. Je lui parle, par exemple, à un moment donné, d'un côté, fourrure. Ça, je lui dis fortement, une fourrure. Si il commence à hocher la tête, je sais que ça va être probablement un lézard. Et donc là, je vais recadrer le mot que j'ai utilisé. Comme s'il avait une carapace qui le protégeait. Quelque chose qui l'entoure et qui le protège et qui est hyper dur, on est d'accord? Parce qu'en général, les gens pensent à des chats ou des chiens où on peut juste les transpercer, mais eux, ils ont voilà un truc. Et donc, je prends le mot qui a une connotation très valide, je recadre son contexte quand je sens qu'il n'y a pas une réaction, et à chaque fois, j'avance par l'extrême. Et par un déplacement assez linéaire, comme s'il y avait une accélération. La personne elle hésitait. Je fais oui, en fait, dans l'accélération, en général, les gens pensent à des animaux lents comme